Et pas Leviosa. Je ne suis pas un homme. Dites, est-ce qu'on pourrait éviter d'évoquer le mot bite un instant? Fille de branlette. Vous êtes d'un vulgaire. Ne la touche pas, sale pute! Le problème avec les femmes, c'est que dès que vous sortez de la cuisine, c'est pour faire le ménage. Et je vous promets solennellement ce soir, il n'y aura pas le moindre sujet tabou. Bonjour! Hello! Hello! Bonjour à tous et bienvenue sur le Slip, le super limite et irrévérencieux podcast. Alors oui, vous avez bien raison, ceci n'est pas la douce voix de Pedro après une opération de féminisation de la voix. Et oui, les garçons ont souhaité lâcher les micros pour ce podcast et laisser la place aux femmes de leur vie. Oui, Charlie, j'ai compris. On se retrouve à Nantes aujourd'hui entre meufs pour mettre à l'honneur en ce mois de mars la journée internationale des femmes. Alors bien évidemment, on reste sur le même concept, c'est-à-dire qu'à travers ce podcast, on va tenter de vous présenter différents coups de cœur qui ont changé nos vies. Au programme aujourd'hui, Chloé nous parlera de sa cup et ses nouvelles culottes menstruelles. Béa enchaînera avec ses nouveaux collants incassables. Rose est venue nous parler du nouvel aspirateur sans fil. Claire nous parlera de la dernière poussette à la mode. Et je vous présenterai ma nouvelle brosse glissante anti-frisottis. Avant toute chose, on va se faire un petit tour de table afin de nous présenter. Attention, elle est petite, elle est belle, elle a une voix charmante, mais elle aime bien rappeler qu'Apocalypto, ce n'est pas qu'un film, et que d'ailleurs, elle peut bouffer votre cœur en mode tartare au petit-déj. Voici Béatrice, alias Béa. Bonjour Béa. Je suis ravie de cette présentation, dis donc. La Saint-Valentin est pour demain. Eh ben, on est bien. Comment ça va Béa? Très bien, contente d'être là. C'est parfait alors. Je pense qu'on touche quelque chose du doigt quand je vous dis qu'on ne peut pas faire une émission digne de ce nom sans prof d'anglais dans les parages. Alors laissez-moi vous présenter notre prochaine intervenante. Elle est tellement fan d'Harry Potter qu'elle a appelé son chat Nimbus et que tous les matins elle sert un grand bol de croquettes à son balai à franges. Bienvenue Chloé. Salut. Ça va bien Chloé? Ça va. Pas trop stressée? Un peu. Ouais, on a eu un petit coup de pression quand même. Hein. Ouais, un peu. Ensuite, c'est la Benjamine de l'équipe, mais sous ses airs de gentille petite fille, méfiez-vous, se cache une redoutable lutteuse, élevée parmi les bêtes. À l'instar de Little John, elle met le pied où elle veut, et c'est souvent dans la gueule. Bienvenue Rose. Salut. Tu fais peur comme ça, hein, je veux pas dire. Ouais, non mais on a une autre vision là. On va essayer de rassurer les auditeurs. C'est ça, même moi j'apprends des choses sur moi-même là. On va laisser voir ton côté sauvage. On continue. Quand Jean-Paul Gaultier rate son ourlet de pantalon, elle lui taille un short. Quand Philippe Etchebest rate son omelette, elle lui casse des œufs. Quand MacGyver se blesse en bricolant, elle lui fait péter un câble. Quand Gérard Depardieu tombe raide-sous, elle lui tombe dessus pour finir la bouteille. Cuisinière et couturière, mais aussi bricoleuse et fêtarde, elle est capable de rivaliser face aux plus grandes figures masculines. C'est Claire. Salut Claire. Bonsoir, merci pour cette belle présentation. Là, on a quand même une femme très complète ici. Hein. Ça met un petit peu la pression. Hein. C'est la daronne. Ouais. La daronne, c'est ça. Et c'est d'ailleurs elle qui va un petit peu introduire le sujet de ce soir. Et puis d'abord, je vais peut-être te présenter. Aussi, c'est vrai. Ne t'oublions pas. Certes professeure d'anglais comme passe-temps, joueuse invétérée d'Amigo, elle est surtout dans le social, à la récupération et gestion de Mexicains sans papier, et l'une des plus grandes youtubeuses cuisine de Dreux et ses alentours. Merci d'avance à Lisa pour l'animation de cet épisode. Avec plaisir. Donc on enchaîne avec Claire et sa petite intro pour nous présenter le sujet. Donc aujourd'hui, nous allons parler de féminisme dans la pop culture, qui a d'ailleurs son propre nom. On parle de pop féminisme, de féminisme de masse. Le pop féminisme entretient un rapport ambivalent avec l'histoire du féminisme, puisqu'il s'en écarte tout en s'en inspirant. En fait, on s'improprie les symboles féministes, mais sans forcément les rapprocher des valeurs qui peuvent y être associées. Aujourd'hui, on observe une vague mondiale qui déferle sans compromis, mais qui est accessible à tous. On a un féminisme sexy et populaire. Les stars ont pris le relais des Simone de Beauvoir et des Simone Veil en rendant le mouvement beaucoup plus glamour. Il faut remonter à la pop des années 90 pour voir se développer le mouvement avec le girl power. On parle d'empowerment, d'indépendance des femmes. C'est une prise de pouvoir qui est revendiquée et qui est portée par la musique, avec notamment Madonna, les Spice Girls.
On ose être soi-même, on a l'image d'une femme insolente qui se fiche des règles. C'est encore un peu simpliste, mais c'est vraiment ça l'ADN du pop féminisme qui naît à ce moment-là. Dans les années 2000, le pop féminisme devient un gros business, mais devient aussi un mouvement de masse par la même occasion, et qui est une forme de résistance. C'est plus juste une prise de pouvoir qui est revendiquée, on a un féministe révolutionnaire avec une volonté de changer radicalement le monde. On pense par exemple au Femen en Ukraine en 2008, où le corps devient carrément une arme politique. Ensuite, comment ne pas parler de Beyoncé avec Run the World en 2011 et le fameux féministe écrit en lettres brillantes en 2014 au Energy Music Awards. Elle nous livre un pop féminisme différent. Une star de son envergure qui porte ce mot, ce n'est pas rien. Elle ringardise ainsi les machos. Elle participe donc à changer l'image du féminisme, un féministe glamour, épilé et sexy, alors qu'il n'y a pas si longtemps, une féministe était plutôt vue comme une vieille lesbienne avec du poil aux pattes. Place ensuite au mouvement #MeToo qui confirme ce que Beyoncé avait annoncé, le féminisme devient normal. On est toutes différentes, mais on partage des choses communes. C'est un féminisme qui est plus intime, paradoxalement porté par des icônes de masse. L'empowerment a vieilli et est désormais porté par des féminismes rajeunis, comme Angèle ou la rappeuse Chilla. Elle donne aux femmes envie d'avoir confiance en soi et porte un message fort. Désormais, la femme ne se laissera plus faire. Grâce aux icônes du power, le féminisme devient cool et se modernise. Cela fédère toute une génération qui se retrouve dans des paroles chocs, comme avec Angèle, avec son fameux « balance ton quoi ». Depuis le mouvement MeToo, le féminisme n'a jamais été autant sur les bouches et libérer la parole. Les séries et films se transforment pour laisser davantage de place aux héroïnes. Aujourd'hui, on peut être féministe tout en aimant regarder des comédies romantiques un peu niaiseuses, ou écouter du hip-hop où la femme est hyper sexualisée, voire dévalorisée. C'est ce que montre Roxana Gay dans son livre Bad Féministe. Montrer son corps, c'est le revendiquer, et donc ce ne peut être anti-féministe. La femme dispose librement de son corps, même si on observe encore que ce droit est fragile. Après le droit de vote, l'avortement, la nouvelle génération se bat pour le droit à l'orgasme, mouvement relayé fortement sur Instagram, avec des comptes comme Tajoui ou encore le gang du clito. Aujourd'hui donc, on peut parler de pop féminisme. Vous l'aurez compris, le monde change en mieux. Il reste encore pas mal de chemin à parcourir, mais la marche s'ouvre vers de plus belles perspectives. C'est pourquoi, aujourd'hui, pour vous parler de pop féminisme, les femmes prennent le contrôle du slip, car c'est bien connu, c'est la femme qui porte la culotte. Yes. Ça c'est bien dit. Ça. Tellement bien dit. Super. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est les meufs. Girl power. Ouais. On a quand même laissé un pénis venir dans cette émission et il est représenté par Charlie avec son petit quiz. Son fameux quiz. Allez! Moi je pense que la question elle est vite répondue. C'est votre ultime bafouille? Alors bonjour mesdames, mesdemoiselles et les zouzes, parce qu'il n'y a pas de messieurs, c'est cool, ça fait plaisir pour une fois. Parce que j'en ai un peu marre d'enregistrer avec des connards, je vous le dis tout de suite, donc ça fait plaisir. D'accord, ça balance direct. Ah bah oui, bon. Balance ton quoi. Je suis avec vous, moi j'en profite. Du coup, un spécial sur les femmes, donc j'ai fait un quiz sur les femmes historiques. Oh mon dieu. Ah, en mode... Je suis pas calé du tout, moi. Ah, en mode un peu question pour un champion. La dernière partie où il fait tout un texte sur une personne, et vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment, si vous savez de qui je parle. Je suis, voilà. Bah, c'est marqué à la fin, en plus, donc il y en aura 3 comme ça, et après, il y aura un deuxième petit jeu. Oh, on est Vous gâtés ce avez soir. 2 petits jeux. On a bien fait de venir. C'est clair. Dès que vous avez une idée, vous me faites un top, enfin quelque chose pour m'arrêter, et je m'arrête en plein milieu. Vous avez le droit autant de possibilités que vous voulez. Très bien. Attention. Née le 4 février 1913. Fille aînée d'une famille de 2 enfants avec pour parents James et Leona McCauley. Sa mère, très attachée à ce qu'elle reçoive une bonne éducation, lui donnera des cours à la maison jusqu'à l'âge de 11 ans, puis elle est envoyée à la Montgomery Industrial School for Girls. Elle continuera ses études à l'école que l'on nomme maintenant l'Alabama State University, mais ne peut les suivre jusqu'à leur terme car elle doit s'occuper de sa grand-mère puis de sa mère qui tombe malade. En décembre 1932, elle épouse Raymond, un coiffeur militant de la cause des droits civiques, membre de section de la National Association for the Advancement of Colored People de l'Alabama. Rosa Parks. Yes! Oh, bien joué. Je suis content que vous ayez mis du temps. Et pour finir, elle exercera le métier de couturière de 1930 à 1955. Elle devient célèbre lorsque le 1er décembre 1955, dans la ville de Montgomery, elle refuse d'obéir au conducteur du bus James Blake,
qui lui demande de laisser sa place à un blanc et d'aller s'asseoir au fond du bus. Je suis. Rosa Parks. Je l'aurais trouvé que là, moi. C'est bien écrit, merci. Attention, la deuxième. Attention. Née le 6 juillet 1907. Sa mère, Mathilde Calderón y González, est née à Mexico. Elle est issue d'une famille de généraux d'origine espagnole. Son père, Guillermo, était un Allemand de confession luthérienne. À l'âge de 6 ans, elle est victime d'une poliomyélite. La conséquence, c'est que sa jambe droite... c'est Chloé pour moi, qu'elle vient avant, mais... Frida Kahlo. Ouais. Je faisais le monosourcil. Bon, là, il reste encore beaucoup de choses. Ouais. Mais sa vie, c'est un peu de la merde physiquement. Ouais. Elle a fait des trucs de dingue. Ouais, elle est en termes badass. artistique, elle est vraiment badass. On va abréger ses souffrances, alors. La pauvre... Ouais. Bon choix de vocabulaire. La petite troisième en mode question pour un champion. Ça fait 1 point pour Claire et 1 point pour Chloé, là. Exactement. Née le 9 janvier 1908. Elle est la fille de Georges Bertrand, alors avocat comédien amateur, et de sa femme Françoise Brasseur, jeune femme issue de la bourgeoisie verdunoise. Elle est scolarisée à l'âge de 5 ans au cours Désir, où elle s'y distingue par son intelligence et se partage chaque année la première place avec Elisabeth Lacoin, dit Zaza, qui deviendra par la suite sa meilleure amie. Puis, elle continue des études de lettres et de philosophie. L'invité sera son premier roman publié en 1943 par Gaston Gallimard. Après plusieurs romans... Ah, vous avez toujours pas? Après plusieurs romans et essais où elle parle de son engagement pour le communisme, l'athéisme et l'existentialisme, elle obtient son indépendance financière et se consacre totalement à son métier d'écrivain. Souvent considérée comme une théoricienne importante du féminisme, notamment grâce à son livre... Ouais. Eh oui, c'est Simone de Beauvoir. Là, je peux finir, il restait plus grand chose. Grâce à son livre Le Deuxième Sexe, publié en 1949, elle a participé au mouvement de libération des femmes dans les années 70. Je suis Simone de Beauvoir. Bien joué, Rose, c'était pour toi, c'est la littérature. Ouais, mais non. Mais non. Est-ce qu'il n'y a pas un petit pensée à Simone Veil aussi à un moment? J'en sais rien. Si, moi j'avais Simone, mais j'avais pas le bon... Pour l'avoir testé, date de naissance. Pour l'avoir testé sur quelqu'un d'autre, le Simone Veil était sorti un peu plus vite que le Simone de Beauvoir. Mais Simone, c'est un beau prénom, ça marche pour plusieurs personnes. Ouais, c'est une question de point de vue, ça, après. Et du coup, je vais vous donner, par contre, là, on va faire un petit oui ou non. Donc, c'est-à-dire que je vais vous donner un nom d'une personnalité féminine, et il va falloir trouver ce qu'elle a fait d'important, en me posant des questions. Okay. Et je vous dis oui ou non, et après, si vous galérez, bien sûr, je vous aiderai à... Non, je vous laisse creuser la tombe. J'en ai rien à foutre, ça peut durer 1 heure. L'émission la plus longue du monde. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va peut-être faire chacun de vos tours en attendant, si vous galérez. Un peu plus soft. On va commencer par Lisa. Qui est Erika Lust? Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est illustré en politique? Non, pas du tout politique. Est-ce que Béa, t'as une question? Est-ce qu'il fait partie du monde musical? Alors c'est elle toujours. Elle, oui, pardon, excusez-moi. Les femmes aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Attends, je me mets à la page et après là. T'es où? Pas là, pardon. Non, pas la musique. Est-ce que c'est une comédienne? Non. En tout cas, c'est pas pour ça qu'elle est vraiment connue. C'est possible qu'elle ait fait un peu de comédie, mais c'est pas pour ça qu'on est. C'est très Donc clair. c'est plutôt le monde artistique. On est sur le monde artistique quand même. Est-ce que t'as une idée? Donc j'allais demander le monde sportif, mais non, pas ça. Faut trouver l'art, déjà, ça va peut-être aider. Ouais. Une peintre. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est une danseuse? Non. Est-ce que c'est une musicienne? On est dans le monde du cinéma. Ah, cinéma. Pour vous aider un peu. Tu peux redonner son nom? Erika Lust. Et du coup, faut qu'on dise ce qu'elle fait dans la vie. Après, faut trouver ce qu'elle fait elle est dans le cinéma. Elle est comédienne, ouais. Dans le cinéma, il y a plein de choses quand même que autre chose que comédienne. Est-ce qu'elle fait du théâtre? Non, c'est toujours cinéma. On a dit cinéma. Béa, t'es où? Ouais, mais je sais pas, j'essaye quoi. Il y a pas que des comédiens au cinéma, il y a des gens qui font. Oui, c'est vrai. Okay. Après, vas-y, allez-y, si vous avez des questions. Est-ce que c'est une réalisatrice? C'est une réalisatrice, mais dans un domaine particulier. Oh! Est-ce que c'est la première réalisatrice féminine porno? Voilà, exactement. Elle l'avait, on a entendu le porno. Elle a posé Non, je suis prude. Je peux pas. C'est l'une des pionnières, en tout cas, de la pornographie féministe. Pour ceux qui ne sachent pas ce que c'est, la pornographie féministe est un genre de film pornographique mettant en valeur les femmes et plaçant leur désir au centre des situations sexuelles, tout en ayant les mêmes visées érotiques que la pornographie traditionnelle. Ok. Merci Chacha. Et on en a une petite deuxième. Et la dernière, attention.
On va recommencer, mais on va faire dans l'autre sens. On va commencer par toi, Rose. Qui est Teresa Kanchin Damoto? Est-ce que elle s'est démarquée en politique? C'est de la politique. C'est de la politique, ok. Pas ma casse. C'est déjà pas mal. Est-ce que c'est plutôt au Japon? Non. Ouais, Mais trouver l'origine pour aider. Ok. Chine. Non. Est-ce que ça a un rapport avec l'accès à une position, genre ministre ou... Non, c'est pas de l'accès, c'est ce qu'elle a fait après derrière qui rentre. D'accord. Est-ce que t'as une petite question, ma chère Lisa? Oui, enfin non, là non, mais je réfléchis. Du coup, est-ce que elle a fait voter une loi importante pour les femmes? Oui, ça va. Je pense que le plus déjà aussi trouver Le lieu. Le pays? le continent, tout simplement. Ok. Déjà, va vous donner Tu peux nous redire le nom? Teresa Kanchin Damoto. Ok, donc on C'est était peut-être parti Kachin. sur l'Asie quand C'est même. peut-être non Kanchin Damoto, je Ouais. sais pas, mais je pense que ça se dit Kanchin Damoto. Plutôt sur l'Asie? Non, c'est pas l'Asie. Ah. C'est pas l'Asie, c'est L'Afrique. l'Afrique, du coup. C'est l'Afrique, ouais. Ok. C'est l'Afrique. Ah. Elle fait quelque chose pour les femmes. Est-ce que c'est un rapport avec l'excision? Non, pour le coup, non. Ça aurait pu. Est-ce que ça a un rapport avec les protections au niveau de l'âge des enfants et les rapports sexuels? On s'en rapproche, ouais, déjà. Ouais, Le ouais. mariage forcé? C'est ça. Ah. Exactement. Voilà, c'est ça. Depuis qu'elle a été désignée chef traditionnel d'une région centrale du Malawi, Teresa Kanchin Damoto lutte contre le mariage des enfants. Grâce à elle, des centaines d'unions ont été annulées et autant de filles rescolarisées. Tandis que son action au niveau national a contribué à initier des lois qui interdisent désormais le mariage précoce. D'accord. Merci, Et ça date de 2017 ou 2018. Ouais, c'est un truc comme ça. Et ben voilà. Ok. Est-ce que vous avez bien aimé? Ouais, C'était très cool. bien. Ouais, Trop Ouais. cool. Ouais, Maintenant, ouais. on sait qu'on a des trucs à faire dans notre vie quand même. Ouais, puis on a aussi pas mal de choses à apprendre. Ouais. Et ben maintenant, je vais vous laisser toutes les 5 toutes seules faire vos trucs. Comme ça, moi, j'écouterai la suite sur le net. Très Tu bien. vas aller prendre l'apéro. Exactement. Bon apéro, Et Chacha. Ok. Eh ben du coup maintenant on peut enchaîner avec Chloé qui va nous parler d'une œuvre littéraire, La Servante écarlate. C'est à toi, Chloé. Merci beaucoup. Effectivement, je vais vous parler de La Servante écarlate qui a été rédigée par Margaret Atwood en 1985. Je vais faire un développement en 3 parties. Merci Angelo. Alors, je vais commencer par parler de l'auteur et de son engagement. Je parlerai ensuite de l'œuvre et puis enfin des échos récents qu'ont pu recevoir cette œuvre. Donc, Margaret Atwood est née en 1939 à Ottawa, au Canada. Elle a rédigé plus de 40 œuvres, dont La Servante écarlate en 1985, avec un début de rédaction en 1984 à Berlin. Coïncidence? Je ne crois pas. Elle a ensuite rédigé Captive, qui a été adapté en série. C'est un roman de 1996. Et très récemment, Les Testaments, en 2019, dont l'intrigue se passe 15 ans après l'histoire de La Servante écarlate. Alors, concernant son engagement, elle ne se considère pas comme féministe, car il y a, selon elle, beaucoup trop de définitions, mais elle prône l'égalité de droits entre les hommes et les femmes. Elle s'est d'ailleurs attiré les foudres du mouvement MeToo lorsqu'elle avait mis en garde sa communauté contre ce qu'elle avait appelé la chasse aux sorcières, car pour elle, c'est à la justice de faire son travail, et non pas les réseaux sociaux. Elle ne considère pas La Servante écarlate comme une œuvre féministe non plus, car selon elle, cela donnerait une vision trop manichéenne des femmes, et je la cite, « Si vous voulez dire que c'est un tract idéologique dans lequel les femmes seraient des anges et ou des victimes, la réponse est non. » Elle veut donc montrer la complexité du rapport homme-femme. Dans la préface de son roman, qui est un discours qu'elle a prononcé à Francfort en 2017 à l'occasion de sa réception du prix de la paix des librairies allemandes, elle explique qu'elle n'est pas une vraie activiste puisqu'elle n'écrit pas pour une cause. Elle nous donne des éléments intéressants à analyser, et donc je la cite encore. « Je pense que l'écriture est en grande partie une tentative de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Mais quand on couche par écrit une description du comportement humain, ce texte peut fortement ressembler à de l'activisme parce que le langage porte en lui une dimension morale comme les histoires. Le lecteur va énoncer des jugements moraux même si l'écrivain affirme n'apporter qu'un simple témoignage. Ce qui peut sembler être de l'activisme de ma part relève en général d'une sorte de perplexité confuse. Elle ne se considère donc pas comme féministe à proprement parler. C'est les gens qui s'approprient finalement ces œuvres. En parlant d'œuvres, c'est une œuvre dystopique et c'est également une fiction spéculative. C'est en fait un roman d'hypothèse
et qui va davantage parler d'éléments philosophiques ou psychologiques. L'aspect technique que l'on retrouve en général dans la fiction ne sert pas vraiment dans le roman. Elle va utiliser des éléments connus de tous en général pour délivrer son message. Alors, concernant l'intrigue du roman, nous nous retrouvons dans la République de Gilead, anciennement les États-Unis, qui est un régime théocratique, machiste et totalitaire, instauré suite à un coup d'État et une catastrophe environnementale ayant rendu les femmes majoritairement infertiles. Nous n'en savons pas tellement plus concernant le contexte, parce qu'on comprend rapidement que c'est pas vraiment le sujet principal du roman. Dans cette nouvelle société, complètement misogyne, les femmes se retrouvent déshumanisées et les chanceuses encore fertiles sont reléguées au statut de machine à enfanter, afin de faire perdurer la race humaine. Donc c'est très très rassurant. L'intrigue fait écho à des situations déjà connues de tous, la dictature, les guerres de religion, l'IVG, les catastrophes environnementales, et j'en passe. Donc on peut se demander si la dystopie qui nous est présentée en est vraiment une ou pas. Je vais maintenant présenter les éléments qui selon moi mettent en lumière la place des femmes dans le roman. Donc tout d'abord, cette dystopie nous est présentée du point de vue d'une femme, ce qui n'est pas très commun en soi. Et donc on va suivre ses pensées. Et donc elle, puisque c'est une femme, mais qui est-elle? C'est de Fred, mais son nom c'était June et c'est une servante écarlate. Elle avait un mari, Luc, et une petite fille. Elle avait même un travail, mais ce temps est révolu. Elle est notre anti-héroïne dans ce roman. Anti-héroïne car selon moi, elle est très banale. Et comme nous sommes dans sa tête, nous traversons avec elle ses allers-retours de pensée entre son passé et sa vie actuelle. Je vais développer certains éléments qui mettent en avant donc les femmes dans ce roman et je vais commencer par le code couleur. Il y a un code couleur dans le roman qui définit la catégorie à laquelle les femmes appartiennent, puisqu'elles sont mises dans des cases. Dès le début du roman, il y a d'abord la couleur bleue qui est utilisée pour les épouses de riches commandeurs, on les appelle, donc des hommes très importants. Elles portent la couleur bleue pour les distinguer des autres femmes. Il y a ensuite la couleur verte qui est portée par les Martha, qui sont donc les femmes de maison, qui vont s'occuper de faire à manger, de faire le ménage, etc. Multicolore, ce sont les femmes d'hommes qui n'ont que peu d'importance, donc finalement elles vont occuper tous les rôles précédemment mentionnés. Il y a la couleur kaki, ce sont les tantes qui portent ce vêtement-là, et en fait ces personnes-là, elles gèrent le centre pour les servantes écarlates dont je vais parler juste après, et c'est les seules femmes qui ont un peu de pouvoir et qui ont le droit de lire et écrire. Sympa. Ouais, c'est sympa. C'est-à-dire que les autres n'ont pas le droit de faire toutes ces choses. C'est bien feel good tout ça. Et donc, la couleur qui nous intéresse, c'est le rouge. Les servantes écarlates portent du rouge et une coiffe blanche comme des œillères pour ne pas voir ni être vues. Alors, leur rôle dans la société, c'est de tomber enceinte. Et comment peuvent-elles tomber enceintes, me direz-vous? Grâce à un viol ritualisé mettant à contribution le commandeur et son épouse. Donc, on est sur quelque chose de très codifié qui donne très envie. Justifié par le gouvernement théocratique qui est mis en place. C'est donc la volonté de Dieu. C'est donc, voilà, très très codifié. On est sur la rhétorique de diviser pour mieux régner, puisque si on ne fait pas partie de ces catégories-là, on est envoyé dans ce que l'on appelle les colonies. Donc mieux vaut ne pas être homosexuel ou dissidente politique, puisque sinon vous allez récupérer des déchets toxiques à main nue. Génial, c'est voilà. Bonne ambiance. Viol rituel, c'est pas mal ça aussi. C'est ça. J'aime bien cette expression. Passons maintenant au nom. En fait, notre héroïne s'appelle June et ensuite elle s'appelle De Fred. Il y a deux, puis le nom du commandeur chez qui elle est censée avoir un enfant. Et c'est comme ça pour toutes les servantes écarlates, elles n'ont donc plus de prénom, c'est simplement le nom de leur commandeur avec deux devant pour montrer l'appartenance. Il y a assez peu de prénoms mentionnés dans le roman. Voilà, donc ça met tout de suite l'ambiance. On va continuer avec les règles, puisque oui, on est sur une société très codifiée, donc les femmes n'ont ni le droit de lire, ni d'écrire, ni de travailler, ni de voter. Ne parlons pas du compte en banque. D'accord, elles ont juste le droit de faire des enfants. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça, très bien. Mère porteuse. Voilà. Et alors donc, du coup, quand elles en ont fait un, elles passent dans une autre famille? Exactement. Elles sont envoyées dans une autre famille, puisque voilà, si ça a pu fonctionner une fois, pourquoi pas deux? C'est du Fordisme du sexe, quoi. C'est un petit peu ça. Et quand elles arrivent à date de péremption, ça... Et ben, du coup, la date de péremption, les colonies sont là. D'accord. Et oui. Toujours la réjouissance. Et ben voilà. La retraite n'existe pas. Est-ce que tu peux avoir des promotions? Et ben, je ne crois pas, malheureusement. Merde. Eh oui, ça serait trop beau. Tu as fait 10 enfants, bravo. Et des retraites, tu as une jolie médaille. Retraite voilà. anticipée.
Et donc la transition de la vie normale à cette vie est bien faite dans le roman, hein, tout est fait graduellement. Les femmes n'ont plus le droit de travailler, donc elles n'ont plus le droit d'avoir leur compte en banque, tout leur argent a été donné à leur mari, et c'est grâce à l'incrédulité générale que le système s'est tranquillement mis en place. Je vais juste donner... Ça rappelle quelque chose quand même. C'est ça qui fait peur un peu, hein. Et je vais citer le roman ici, puisque à un moment donné, il y a une des tantes qui dit il y a plus d'une sorte de liberté, la liberté de et la liberté par rapport à. Au temps de l'anarchie, c'était la liberté de, maintenant on vous donne la liberté par rapport à, ne la sous-estimez pas. Et cette citation est glaçante, puisqu'elle fait écho quand même à une société du coup future qui ressemble beaucoup à notre passé à nous, hein. On pourrait comparer au mode de vie amish, hein, par exemple. Donc voilà. Pour moi, le roman pose la question, si ça nous arrivait aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable d'être de réels féministes qui se battent pour leurs idées, qui se battent pour leurs droits, ou est-ce que finalement on se laisserait pas guider par notre instinct de survie, hein, et par notre peur? Est-ce que nos réactions seraient morales? Pas toujours, mais elles seraient humaines, hein. Et donc là, je vais parler de 3 femmes importantes dans le roman, qui montrent que c'est, selon moi, un roman réellement féministe. Donc c'est pas l'héroïne qui est pour moi assez banale, mais par contre sa mère, c'est une féministe de la première heure, pro-avortement, qui est envoyée dans les colonies tout de suite. Voilà, on en parle, mais elle fait plus partie du cadre, hein, du roman. Et ensuite Moira, sa meilleure amie, qui s'échappe du centre de formation des servantes écarlates, mais qui se fait rattraper, elle finit prostituée dans une maison close. Et elle dira que c'était ça ou les colonies, et donc elle a fait son choix. Donc pour elle, la notion de choix était vraiment importante. J'ai choisi en fait de finir prostituée plutôt que d'aller dans les colonies, quoi. Voilà. Okay. Ouais, super le choix. Fertiliser. C'est ça. Donc voilà, ça donne un petit peu le ton. Et puis enfin, il y a 2 Glenn. Donc une autre servante écarlate qui, indiquant que les femmes ne pouvant pas se déplacer seules, elles sont assignées à une partenaire, toujours la même, dès qu'elles doivent sortir de la maison. Cela a pour but officiellement de les protéger, mais surtout de s'entre-espionner, en fait. Et donc là, on apprend que De Glenn fait partie de la Résistance, un groupe qui s'appelle Mayday. Elle se fait choper, donc elle se suicide. Voilà. T'es joyeuse, dis donc. Voilà, mais oui, mais moi je mets le ton là. Ouais, on est bien là. Je mets l'ambiance. Beaucoup de bonne humeur là. La notion de choix. Et donc ici, on est quand même dans une notion de choix. Elle revendique certaines choses, et je vais finir du coup pour cette partie avec une citation qui apparaît dans le roman, mais qui est cachée dans la chambre de Fred. Qui est « Ne laissez pas les salauds vous tyranniser ». Elle est en latin dans le roman, et je trouve qu'elle est vraiment importante, puisque même sans parler d'un engagement féministe, c'est présent dans finalement tout le roman. Je vais rapidement maintenant vous parler des échos qu'on peut retrouver avec aujourd'hui. Donc en fait, le roman a été transformé en série en 2016. Vous avez peut-être déjà vu la série qui a été très bien adaptée, mais qui présente finalement l'héroïne vachement plus badass qu'elle ne l'est dans le roman, je trouve. Donc toi, tu conseillerais qu'on lise le livre? Le livre avant, la série est très très bien. Mais peut-être le livre avant, puisque du coup, on n'a pas les mêmes perspectives. Et donc selon moi, ça fait forcément écho aux États-Unis avec l'administration Trump. C'est vrai que quand la série est sortie, Trump venait d'être élu, donc on a eu un gros parallèle qui s'est fait par rapport à ses positions anti-IVG, etc. Et en fait, les femmes ont commencé, pour revendiquer leurs droits, à porter la tenue des servantes écarlates. Donc c'est devenu vraiment un écho visuel, un symbole, comme pour le référendum pro-IVG en Irlande en 2017, il y avait eu exactement la même chose. En France, très très rapidement, je trouve qu'il y a quand même une rhétorique aussi qui est un peu la même, avec le mouvement pro-vie, et puis même comment le viol finalement est géré entre gros guillemets en France. Je vais citer un dernier passage. Donc Janine, une des servantes, avoue pendant son stage dans le Centre Rouge qu'elle a été violée plus jeune. Les tantes demandent aux autres servantes de l'insulter en lui disant que c'est de sa faute si elle a été violée. Et voilà. Si aussi peu de victimes de viol portent plainte de nos jours, est-ce que c'est pas un petit peu parce qu'elles ont peur aussi, hein, parce que la société les met pas tellement très à l'aise par rapport à ça. Donc pour moi, ça fait vraiment un écho. Donc voilà, je vais rapidement conclure. Dans l'écho que l'on peut retrouver aujourd'hui par rapport à ce roman, je dirais qu'il pose une question. Est-ce que nous pouvons réellement nous reposer sur les acquis d'aujourd'hui pour savoir à quoi ressemblera la société de demain? La réponse, c'est bien évidemment non. Il faut continuer à se battre et à faire évoluer les choses. Et je vais conclure avec la dernière phrase du roman qui est « Avez-vous des questions ?» Est-ce qu'il y a qu'un roman du coup? Alors du coup, il y a la suite qui s'appelle Les Testaments, qui est parue l'année, il y a 2 ans maintenant, que moi je n'ai pas lu. Mais l'intrigue se passe 15 ans après l'histoire de la servante écarlate. Donc oui, elle a fini par rédiger une suite. Parce que la série, il y a plusieurs saisons. Est-ce que ça dépasse le livre ou pas? Ouais, ça dépasse le livre, et assez rapidement en réalité. Puisqu'on est sur un roman il est pas plat,
puisque avec tous Oui, les il y a éléments, plein de mais choses à expliquer, il y a quoi. peu d'actions très très fortes, alors que la série, elle va mettre en avant davantage. Ça part un d'action. peu en couille même carrément. Ouais. Ça part un peu en live. Exactement. Donc voilà, j'ai pas parlé d'un thème très très joyeux. C'est clair. Mais je vais vous laisser. Non, mais ça donne, C'est ça hyper donne envie. intéressant. Ouais, ça donne envie. Ça donne envie Et puis de lire le ce livre. côté couleur, le classement là par couleur, ça a l'air. J'ai envie de le creuser du coup par rapport au livre qu'on voit un peu moins. Alors on le voit, mais on c'est voit vrai les que martas. dans le roman, c'est c'est effectivement très très codifié. On assimile en fait les femmes par rapport à leur statut, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc ça fait un peu peur. Moi j'avais une question de plus. Est-ce qu'il y a une explication sur les couleurs? Enfin, rouge, ça peut être peut-être en rapport avec le sang et tout. Alors, mais le bleu et le vert et tout. Officiellement, il n'y a pas de D'accord. d'explication de données. Je pense que pour le rouge, ça peut montrer justement alors ça peut être la féminité, mais ça peut aussi être le sang. Pour les autres couleurs, faudrait creuser. Mais j'avoue que ouais, puis le rouge est souvent symbole de l'amour, et là on est complètement à l'inverse. Enfin... Pour le kaki des tantes, je pense que c'est un lien avec le côté militaire. Ouais, elles sont dans la série, elles sont mauvaises. Voilà, elles sont mauvaises. Elles donc sont très mauvaises. Ouais. Et ouais, il y a le bleu, tu peux y voir aussi un peu la royauté. Oui. Ouais, carrément. Je pense qu'il y a des symboles effectivement. Moi, j'ai pas creusé plus que ça. Ce qu'il nous faudrait une chronique entière et nous n'avons pas le temps. Ok, vous avez d'autres questions? Bah non, je pense que c'est pas mal. Intéressant. Ouais, c'était très très intéressant. Très envie de lire. Ok, et ben du coup, c'est à moi d'enchaîner. Quand on nous a demandé de faire une chronique, il y a plein de choses qui me sont passées par la tête et en même temps rien du tout. C'était hyper bizarre. J'avais plein de choses en tête et en même temps j'arrivais pas à choisir. J'ai quand même voulu partir sur Orange is the New Black parce que c'est vraiment une série qui m'a marquée. Super. C'était quand même l'une des premières séries Netflix qui a clairement contribué au succès de la plateforme en France. Donc pour un peu la base, c'est une série du genre comédie dramatique. 91 épisodes étalés sur 7 saisons de juillet 2013 à juillet 2019. Donc terminé. Et créé par Genji Cohen. On peut s'attarder déjà sur le titre Orange is the New Black. Ça nous indique direct qu'on est sur un truc plutôt décalé et humoristique parce que en fait ça repose sur un jeu de mots avec d'un côté le mot orange qui fait référence à la couleur des détenus des prisonniers. Quand ils arrivent dans la prison, ils ont des tenues et la première tenue qu'ils ont c'est une tenue orange. Et puis il y a The New Black aussi qui en fait c'est une expression populaire anglo-saxonne qui signifie le nouveau truc à la mode. Donc en fait Orange is the New Black ça veut dire c'est l'orange qui est à la mode quoi. Donc il y a un petit côté déjà on voit direct qu'on est sur du côté féminin quand même. Mais on voit aussi que ça il y a un côté humoristique un peu décalé. L'histoire, en bref, c'est Piper Chapman, incarcérée à Litchfield, qui est une prison de sécurité minimale. Ça veut dire qu'on n'est pas dans des cellules fermées à double tour. Elle y va pour 15 mois, car elle a transporté une valise d'argent issue d'un trafic de drogue, mais 10 ans plus tôt. Donc, en gros, la meuf a une vie bien tranquille, bien pépouse, et son passé la rattrape et elle doit assumer les conséquences. Sympa. Ça commence direct le premier épisode où elle se présente elle-même à la prison en mode je viens. Comme si elle allait à l'hôtel. C'est d'elle-même en fait. fait. Elle-même, ouais. En fait, elle arrive, elle dit je dois purger 15 mois, me voilà. D'accord. Donc c'est Merci pas du tout c'est ça. Je pense fait, qu'elle a pas vraiment le choix, elle a été jugée mais elle est pas en mode menotte je viens alors qu'elle arrive, elle est vraiment libre, elle arrive en mode coucou, c'est moi, je toque à la porte et au final elle se retrouve dans une tenue de prisonnière, c'est assez contrasté en fait. Puis quand tu le vois arriver, tu te dis vraiment qu'elle va pas tenir la route. Ouais, non mais c'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire en fait. En gros, la série, c'est elle tente de se faire une place en prison et clairement elle galère quoi. Ouais. Elle galère, mais on voit au fur et à mesure que en fait la petite blonde, elle a vraiment le physique de la petite nana blonde, un peu pépette, toute mimi quoi. Ouais, toute mimi. On se dit elle va se faire bouffer la meuf et en fait elle sort son épingle du jeu quand même. Elle est pas mal. La série, en fait, elle est construite à l'aide de nombreux flashbacks. À chaque épisode de la série, on se concentre sur une personne et en fait, on voit son passé, le passé d'une des prisonnières en fait, et on nous montre sa vie d'avant et ça nous aide à comprendre pourquoi elle a fini sous les barreaux en fait cette personne-là. Donc c'est pas c'est pas à travers ses yeux à elle tout le temps. Non, pas du tout. C'est vraiment les épisodes sont construits quand même autour d'elle, mais elle est en interaction avec des gens et à chaque fois on se concentre sur une de ces personnes-là. C'est un peu un fil rouge quoi.
Ça permet en fait, et puis ça permet d'humaniser les prisonnières en fait, de voir qu'elles avaient une vie avant et que on peut finir sous les barreaux pour plein de raisons. Elles ont pas forcément fait des choses si horribles. Non, c'est ça, exactement. Et puis on voit leur passé, puis on se dit voilà, il y en a pour qui c'était écrit, il y en a beaucoup moins, voilà. Donc c'est. Il y en a d'autres à l'inverse qui ont l'air trop badass et ils ont dû faire des trucs de fou. Oui. Et en fait pas tant que ça parce qu'ils sont pas dans une prison non plus haute sécurisée, donc c'est pas non plus des grandes criminelles. C'est pas des grandes criminelles, mais il y en a qui sont. Il y en a qui sont pas mal. Et donc voilà, on est sur toujours des meufs. On est quand même sur un casting à 90% de rôles féminins. Ah oui. Donc déjà, on est sur du girl power à fond. Généralement, au Cinoche comme en télé, les meufs, elles sont plutôt là pour soutenir le héros. Exactement. Ou se faire compter fleurette. Bref, c'est pas ouf. Alors que ce qui est cool dans OITB, Orange is the New Black, faut suivre. C'est que les nanas, elles sont là nombreuses et avec chacune leur personnalité. On a un panel de personnalités qui est assez impressionnant. On est loin des femmes douces, victimes, incapables de faire du mal. Hein. On a des meufs loin d'être parfaites, ni pires ni meilleures, mais juste des êtres humains en fait. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est pas une série de prison, c'est pas Prison Break version chatte. Hein. C'est pas du tout ça. C'est plus une série de femmes, une série sur les rapports humains entre des personnes qui ont toute une raison d'être en arrivée là en fait, qu'elles aient fait des erreurs, qu'elles aient commis un crime, voire parce qu'elles se trouvent pas à leur place dans la société. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a pas de mec qu'il y a pas de cul. On attendait détrompez-vous quand même. Ça manquait. Alors on a tout, hein. On a homosexualité, bisexualité, personnages transgenres. Orange is the New Black évoque la variété de sexualité qui nous entoure et déconstruit les stéréotypes. Orgasme, plaisir féminin, masturbation, on a de tout. La série parle de sexe et n'hésite pas à montrer des scènes réalistes et authentiques. Bon, authentiques entre guillemets, évidemment. Mais bon, vous nous direz, c'est pas la seule série à mettre les parties de jambes en l'air au centre de son intrigue, à l'instar de, par exemple, Sex and the City. Mais la plupart des scènes de sexe sont illustrées du point de vue non pas des hommes mais des femmes. Et c'est ça qui est bon. Ouais. La sexualité est mise au centre de l'histoire, mais rares sont les œuvres qui représentent de manière aussi juste et féminine la sexualité en fait. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que c'est écrit par des nanas. Mais non. On a un point de vue sur des femmes par des femmes. Et c'est ça qui est cool. Rien de révolutionnaire, vous me direz, bah en fait pas tant que ça, parce que cette série, elle incarne quand même un autre combat, celui de la représentation des femmes à la télévision, et notamment dans la fiction. Là, je parle pas des femmes qui sont actrices ou comédiennes, mais je parle vraiment des femmes qui sont derrière à la caméra. En général, il existe des femmes showrunners ou des scénaristes, ça y a pas de problème. Mais il y a toujours un mec qui vient y mettre son petit grain de sel, en fait. Là, c'est pas du tout le cas, et c'est sûrement ce qui fait en fait la force de ce show, en fait. C'est des femmes, enfin c'est écrit par des femmes et 100% féminin, quoi. Il y a une certaine réalité, quoi. Voilà. Et enfin, c'est surtout que pour une fois, on a, enfin ouais, il y a pas le point de vue du mec, quoi. Et c'est ça, je pense, qui fait plaisir. Et petite pour info, en fait, Jenji Cohen aussi, c'est la scénariste et la réalisatrice qui a fait Weeds, la série Weeds. Ouais. Et là aussi, c'est une meuf plutôt badass, bah qui porte ses ovaires. donc c'est cool. Il y a quand même plusieurs problématiques dans la série. On s'attaque ici évidemment aux préjugés du féminisme. Le féminisme est forcément agressif, militant, dur, combatif, voire hystérique. Ouais, hystérique, ça c'est souvent ça. Ouais, et surtout sans délicatesse. Ici, le message il passe quand même avec humour, sans haine et même sans colère. Et du coup, ça fait vraiment plaisir. On n'est pas sur une série par contre qui se revendique féministe. C'est un petit peu comme Margaret Atwood tout à l'heure. Ils se revendiquent pas féministes, mais pourtant nous c'est ce qu'on en ressort quand même en fait. C'est un message qu'on garde. Je me demande des fois si les auteurs, les choses comme ça, ils ont peur peut-être de se revendiquer féministes. Enfin, je me demande un petit peu. Après tout de suite t'es classifié. Exactement. Aussi, bah comme je disais, ouais, agressif, militant, hystérique. C'est un mot qu'on n'ose plus utiliser en fait, malheureusement. C'est ça. Parce que quand même le show il aborde avec finesse et pertinence l'homophobie de la société américaine. Les histoires d'amour et de cul lesbiennes sont nombreuses et ça change. On a des gros plans. Hein. On voit vraiment ce qui se passe. Et un truc super cool, c'est qu'il y a enfin un personnage transsexuel qui explose à l'écran, incarné par Laverne Cox. Donc ça, c'est super cool. Les personnages LGBT+ et transgenres sont pas toujours exploités pour leur sexualité, mais pour ce qu'ils sont. Et ça, c'est cool. On voit vraiment toute leur histoire. Elle a d'ailleurs eu un gros succès avec la série. Ouais.
exactement, ça l'a vraiment fait exploser. Et c'est pas évident dans toutes les séries, hein. On n'est pas, quand on est sur un personnage transsexuel, on exploite juste sa sexualité, en fait. Donc c'est évoqué sans le trait majeur qui les définit, et ils sont souvent quand même sous-représentés, mal représentés dans des comportements caricaturaux. Et là, c'est pas le cas du tout. On a un personnage transgenre qui est coiffeuse, mais qui est douce, qui est sincère et qui a vraiment sa place dans la série. Un dernier truc qui est quand même super cool dans cette série, c'est le body positive. C'est-à-dire que dans OITNB, c'est no make-up, représentation d'une large variété de corps. Il y a des poils, il y a de la cellulite, il y a même des règles. Voilà, c'est un peu dégueu. Des vraies femmes, quoi. Ouais, c'est ça. Les actrices du drama n'ont pas hésité à se montrer 100% naturelles pour incarner les héroïnes. À part les deux meufs là qui se maquillent. Ah oui, alors elles sont géniales. Elles font des tutos en mode selfie dans la prison. Elles ont chopé un portable super et elles cool. font des tutos sur Internet. Elles sont super cool. Elles sont rigolotes. Mais elles sont un peu caricaturales pour le coup, mais elles font vraiment partie aussi du côté humour. Bref, c'est une série qui montre les femmes telles qu'elles sont réelles, et putain, qu'est-ce que ça fait du bien, bordel. Enfin, des femmes. Je vous la recommande vraiment si vous l'avez pas vue. Ouais, j'ai pas vu. Ouais, moi j'ai pas vu non plus. C'est vraiment super cool. Si vous voulez, vous payer une bonne tranche de poilade. Non, et puis ça donne bien envie quand même. Ouais, tu ça. nous l'as bien présenté. Ah, bah, je suis contente. Ouais. C'est Mais cool. ils ont su rebondir parce que moi je trouve qu'à un moment donné, peut-être à partir de la saison 3 par là, Ouais. ça devenait un peu la prison c'est super cool. Ouais. Enfin, ils sont en prison Disneyland, quand même. Disneyland, ouais. Calmez-vous les gars quoi. C'est un peu Disneyland. Et après ils ont su rebondir pour que ça redevienne un peu plus réel quand même quoi, parce que une période où elles ont leur petite entreprise dans la prison, ça commence à être un peu Ouais. Et puis, mais l'auteur, s'est emparé de plein de sujets d'actualité. On a un petit côté Black Lives Matter avec un prisonnier qui tue une black. Et elle a carrément voulu rebondir en disant mais vous dites jamais son nom, en fait. Enfin, elle fait des vrais raccrochages à l'histoire des États-Unis. Ouais, c'est cool. Et vraiment je vous la recommande. C'est sur Netflix. C'est super cool. Et ben c'est Très d'ores bien. et déjà sur ma liste. Eh ben c'est parfait. Que des choses à lire et à voir après ce podcast. Bon, on enchaîne avec un sujet un peu moins léger. Bah, un peu moins léger. On va dire que c'est un fait réel. Enfin, j'ai voulu prendre une œuvre qui est inspirée de faits réels, et pour ma part, je vais parler de Pentagon Paper avec la figure féminine qui est Catherine Graham. Donc pour vous la faire courte et pour vous placer le contexte, donc le film est vraiment inspiré de faits réels. Il est sorti en 2017 et il est réalisé par Spielberg. Le terme en question, Pentagon Paper, désigne en tout 7000 pages de documents évoquant l'implication des États-Unis dans la guerre du Vietnam entre 1955 et 1971, et notamment les mensonges et les dissimulations de l'administration sur ce conflit. Donc à la base, ce film est vraiment un duel entre tout ce qui est presse et tout ce qui est État et loi. Et dans ce film, donc comme je vous l'ai dit, on suit vraiment le Washington Post, journal familial qui se bat pour survivre et qui va se trouver en possession de ces fameux papiers. Ils vont être devant un choix difficile de devoir les publier malgré la pression judiciaire exercée par l'État et le risque d'emprisonnement et de fermeture du journal. Aux commandes, une femme, Catherine Graham, donc je place aussi le fait que c'est la première femme qui va posséder un journal, en fait. Enfin, elle est vraiment, pour ça, elle est connue. Héritière du journal après le suicide de son mari, que personne ne prend vraiment au sérieux au début du film. C'est ça. Bizarre. C'est ça. Puis j'insiste bien qu'elle passe après son mari. Donc son mari était d'abord en possession du journal. Elle est devant le choix difficile de les publier. Elle fait face à un monde constitué principalement d'hommes, surtout dans la sphère décisionnelle, investisseurs, avocats, gestionnaires, rédacteurs, journalistes, où sa place est constamment remise en question entre choix difficiles, gestion du journal et sa sphère familiale amicale, gestion de sa place de femme, la lutte est constante durant tout le film. Je ne vais pas m'étendre plus sur l'histoire du film, je vous conseille ardemment de le regarder un soir confortablement installé dans votre canapé, pour me centrer plus sur la construction du film et l'histoire vraie de cette femme.
Pour la petite info, il est arrivé sur Netflix fin janvier. Parfait. J'ai pas vu ça. Voilà. Moi, je l'ai vraiment pas vu, mais j'espère que tu vas me donner envie parce que j'ai pas le courage, en fait. T'as pas déjà donné envie là? Bah, si, mais c'est mon défi ce soir, je l'accepte. Je le vois comme prise de tête un peu, ce film, en fait. Ah non. Bah, dans le film, cette pression du monde masculin sur la place de cette femme et de sa légitimité comme directrice est retranscrite avec brio et de différentes façons. Le réalisateur Steven Spielberg a accentué le trait en jouant sur la lumière et les tenues, le placement des personnages, leur action, leur interaction, la distribution des dialogues par exemple. Et sur l'évolution de la place des protagonistes qui change du début à la fin. On a vraiment une évolution, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas, enfin on la voit évoluer, même si au départ le film est pas fait sur elle, on perçoit ce changement et on peut vraiment s'emparer de cette évolution de cette femme, quoi. Moi, 2 scènes m'ont vraiment profondément marqué et illustrent, je trouve parfaitement bien mes propos que je viens précédemment de dire. Notamment la scène de début de film. Donc Catherine Graham présente son projet d'entrée en bourse pour tenter de sauver son journal. Elle rentre dans une pièce remplie d'une dizaine d'hommes en costume sombre, forcément. Et elle, avec son petit tailleur gris, enfin, elle détonne dès le début. Tu sens qu'elle va s'en prendre plein la figure, quoi. Ils sont tous installés déjà sur la table, donc déjà bien assis, confortablement installés. Elle, tu vois qu'elle est complètement mal à l'aise. Et pendant cette scène, où pourtant on la voit en amont répéter son discours, elle ne parle quasiment pas. Elle n'arrive pas à en placer une, elle bégaye et elle bafouille face aux hommes pleins d'assurance qui l'entourent et semble l'étouffer, la rendre mutique juste par leur simple présence. Donc là, au début du film, c'est vraiment sa place. En fait, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi. Enfin, c'est vraiment le questionnement. L'autre scène que j'avais envie de parler, c'est la scène où Catherine Graham doit prendre la décision de publier ou non les pages malgré l'injonction du gouvernement. Donc ça, c'est bien après, un peu plus tard dans le film. En amont, il travaille sur la maquette du futur journal et elle est absente. En fait, ils viennent d'avoir les papiers. Les journalistes travaillent dessus et elle, tu la vois en parallèle à sa soirée mondaine, enfin pas du tout concernée, en plus ou moins. Et à un moment, il décide quand même de lui poser la question de si on publie ou pas ces papiers. Enfin, c'est quand même l'avenir du journal. Voilà, c'est ça. Donc au départ, elle rentre dans la pièce, ils sont tous en train de débattre sans trop se préoccuper d'elle. Elle est assise et eux, ils sont tous debout en train de la surplomber un peu. Et à un moment, elle décide de se lever et clairement, elle leur fait un pied de nez, quoi. Elle leur fait une petite tirade en disant ouais, enfin, vous avez peut-être des choses entre les jambes, mais moi j'ai mes ovaires, je les pose sur la table et j'y vais, quoi. Enfin, je prends cette décision. Et c'est là qu'on voit clairement le changement de sa position. Et elle sera plus jamais la même à la fin du film. Enfin, on voit vraiment cette évolution, quoi. Du coup, avant de conclure cette chronique sur cette femme extraordinaire, il me semble important de revenir sur la véracité des informations et de rappeler que cette femme et son histoire a réellement existé, quoi. C'est pas rien, quoi. Elle est née, cette femme, le 16 juin 1917 et morte le 17 juillet 2001. Elle est considérée comme une patronne de presse américaine. Elle a longtemps été considérée comme l'une des femmes les plus puissantes d'Amérique. Elle aussi, l'une des premières femmes à prendre la tête d'un groupe de presse, comme je l'ai dit précédemment. En 1933, son père, Eugène Meyer, achète aux enchères le Washington Post, un quotidien régional en faillite. Plus tard, Philip Graham, le mari de Catherine, le remplace et devient rédacteur en chef du journal. Il hérite également de la majorité des parts de la compagnie, 70% pour lui et 30% pour sa femme. Oh, et oui. Et puis il a cette jolie phrase pour expliquer à sa fille son choix. Et par cette jolie formule, un homme ne doit pas être mis dans la situation de devoir travailler pour sa femme. Et oui, je vous laisse méditer là-dessus. À cette époque, cette phrase est passée comme une lettre à la poste, sans que ça choque personne. Du coup, les cénophiles ne pourront s'empêcher de tirer les parallèles entre Les Hommes du Président, un autre film d'investigation politique via le journalisme, dont la dernière scène du film semble liée directement aux deux œuvres avec les prémices du scandale des Watergate. Donc en fait, il y a plus ou moins, il est ancré dans une histoire et ça laisse présager peut-être une suite, on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas, j'encourage à le regarder, mais pas que pour l'histoire de la presse et des États-Unis, mais aussi pour cette histoire de femme qui, au départ, part de rien, en quelque sorte. Elle s'occupe gentiment de sa famille sans rien avoir demandé à personne, et puis un jour, son mari se suicide, et elle se retrouve aux commandes sans trop savoir comment faire, mais elle tire son épingle du jeu, et plutôt bien, a priori, puisque elle est plutôt connue aux États-Unis.
Oui, malgré quand même quelques sacrifices a priori, notamment le fait de devoir se mettre à un petit peu crier et mettre ses ovaires sur la table pour se faire écouter. C'est ça, oui. Ce qui est assez peu rassurant quand même. Ouais, puis elle prend cette décision en connaissance de cause et puis elle y va quoi. Enfin, ça aurait pu lui coûter cher. Enfin, elle pouvait être emprisonnée quoi. Puis la perte de son journal, donc c'était quand même une histoire familiale. Ouais, c'est ça. Et elle y a été. Puis alors que pourtant les hommes avaient l'air de lui dire bah non en fait, enfin on va pas prendre cette décision, c'est trop dangereux. Elle y va quoi. Ouais, une belle preuve de courage comme on les aime quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis même le Washington Post, maintenant, est-ce que c'est parce que tu commences par dire que c'est un petit journal, mais du coup, c'est grâce à ça qu'il est devenu un journal vachement plus conséquent. Oui, cette décision a pris un tournant après pour le journal en lui-même. Enfin, ça a été avec le New York Times, ça a pris la décision de publier en premier les papiers. Okay. Et il y a eu cette injonction par rapport à eux. Et en fait, ils ont récupéré le papier. C'était le seul journal ayant les papiers du Pentagone. Et le petit journal venu un peu de nulle part décide de publier. Et puis là, gros coup de pub sans le vouloir non plus. Mais puis ce journal a toujours été un peu aussi pour la liberté de la presse, quoi. C'est-à-dire que derrière, il a fait d'autres actions et il est connu pour justement décrier un peu tout ce qui est caché, quoi. Ok. Et du coup, on la voit aimer ça. Du coup, quand elle prend vraiment position contre les hommes et tout, elle apprécie vraiment ce qu'elle fait au fur et à mesure. Tu sens une certaine satisfaction à la fin, on la voit, elle déambule dans le journal et elle est beaucoup plus épanouie que au début. Et puis enfin, je l'ai pas dit, mais c'est quand même Meryl Streep quoi. Ça c'est toujours bon. Au départ, je me suis dit bon, je le dis pas, mais non, le but c'était pas de s'en centrer, mais c'est quand même Meryl Streep et elle le fait avec brio quoi. Enfin, du Meryl Streep tout craché quoi. Ça lui est tellement bien quoi. Et puis quelqu'un qui est engagé dans la vie. Oui, c'est ça, c'est qu'elle est connue. On l'a déjà vu prendre la parole à des cérémonies d'Oscar, des trucs comme ça. C'est pas n'importe qui. Non, c'est pas n'importe qui. Et d'ailleurs, dans ce film, elle fait avec brio un duo avec Tom Hanks, quoi. C'est la première fois. C'est la première fois qu'ils jouaient ensemble. Ouais, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. C'est quand même des valeurs sûres, quoi. Ouais. Pas le casting est cool, c'est béton, ça me donne envie de voir. Et ben, allez-y, sans problème, les yeux fermés. Deuxième œuvre sur la liste Netflix. Ouais, j'avoue, là, tu m'as un peu chauffé. Bon, tant mieux, alors. On va pas faire grand chose de nos soirées. Les hommes devront s'occuper de la cuisine. Oui, Allez, vendu. On va parler d'une autre femme aussi, plus vieille, mais vraiment plus cool aussi. On parle de qui, là? Plus ancienne. Il fallait être jeune. Non, plus ancienne, en fait. Non, mais on dit ça quand même, c'est le sujet de la Benjamin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on enchaîne avec Rose et Jane Austen. Exactement. Et prochain livre sur votre liste également. Donc je vais vous parler de Jane Austen et plus particulièrement d'un de ses livres, sûrement le plus connu, je pense, Orgueil et Préjugés. Je l'aime tellement. Voilà, je l'aime tellement. Moi aussi. Voilà, donc Orgueil et Préjugés. Aussi. Ouais. Alors, BBC. Oui. On est d'accord. On est d'accord. J'allais y parler à la fin. Merci. Je déteste Keira Knightley dans ce film. J'ai vu le début et il m'a pas déplu. Non. BBC. Mais il m'a pas déplu. La version longue de 6 heures, là. Je l'ai en DVD. Donc de son titre anglais, Pride and Prejudice. Remarquez le bel accent. Mais c'est magnifique. C'est validé. Je vais pouvoir te reconvertir en fac d'anglais. Exactement. Viens avec nous, viens, c'est un club sympa. Donc c'est un livre écrit par Jane Austen, comme on l'a dit, publié en 1813, donc effectivement, je me ramène avec un vieux bouquin. C'est pas tout jeune, ouais. J'ai vu vos têtes quand j'ai annoncé le nom de l'œuvre, vous avez fait des têtes pas possibles. Elle se ramène avec un vieux bouquin dans un podcast sur la pop culture, mais pourquoi elle est là en fait? What the fuck? Et figurez-vous que je suis pas tant que ça à côté de la plaque en fait. Alors, c'est vrai que Jane Austen, avec tous ses romans plutôt à l'eau de rose, ses héroïnes qui subissent le système patriarcal avec des mariages arrangés, des règles de bienséance un petit peu chiantes, on a un peu de mal à l'imaginer féministe et avant-gardiste. Et pourtant, avec son humour décalé, elle a ironiquement tourné en dérision la société de son temps et elle a entamé l'histoire souterraine du féminisme. Voilà, au 19e siècle. Donc, comme je l'ai dit, sûrement son œuvre la plus connue, donc je vous fais rapidement le pitch. Donc l'histoire se place dans la campagne anglaise au 19e siècle. Donc on suit l'héroïne principale, Elizabeth Bennet, qui a 4 autres sœurs et une mère qui ne pense qu'elle est mariée. La mère, elle est tellement folle. J'adore la mère.
Voilà, je ne vois pas trop Qu'est-ce qu'elle est C'est clair. 19e siècle, Nous, 21e siècle. on n'avait pas cette mère-là. Donc forcément, quand il y a un jeune, sympathique et surtout très riche nouveau voisin du nom de Bingley qui s'installe pas loin de chez eux, toutes les dames aux alentours veulent un peu tenter leur chance. D'autant plus qu'il se ramène pas seul, il est accompagné de son ami Mr. Darcy, qui lui aussi est jeune et riche. Donc on va suivre tout au long de l'histoire la relation entre Bingley, le nouveau voisin, et la sœur d'Elizabeth, Jane. Et la non-relation, on va l'appeler comme ça, Oui, appelons-la comme ça. entre Mr. Darcy et l'héroïne Elizabeth. Ouais, donc sans trop en dévoiler, parce qu'il y a pas mal d'intrigues de personnages, et finalement il y a pas mal de retournements de situation au fur et à mesure de l'œuvre, c'est assez impressionnant. Darcy, c'est un homme certes riche et pas mal foutu d'après la description, mais il est assez orgueilleux et un petit peu connard sur les bords. Exactement. Il ne peut pas être parfait. Connard je te léger. dise. En tout cas, c'est la première impression qu'on s'en fait, comme Elisabeth, on suit vraiment son point de vue. Et Elisabeth, c'est une fille qu'on nous présente comme ayant du caractère, qui passe outre certaines règles sociales, notamment vers de demandes en mariage, voilà, qu'elle va refuser par 2 fois. Voilà, donc planter un petit peu le décor. Ouais, c'est quelqu'un d'intelligent en fait. Oui, ouais. Elle est surtout clairement, intelligente et puis surtout par rapport aux autres sœurs, ouais, quand on la à la mère. Elle a voir avec ses sœurs. Hein, elle a du cran. Elle respire l'intelligence en fait. C'est ça. Elle est proche de son père, surtout Oui. qui est un homme cultivé, mais qui est un peu renfermé. Qui se fait un peu avoir par ces bonnes femmes en fait Un des petit fois. peu, ouais. Il se fait un peu marcher sur les pieds en fait. Totalement. Il manque du côté badass que justement a Elisabeth en fait. C'est ça. Et ouais, elle se démarque vraiment de ses 4 autres sœurs. Non, il y a Jane aussi, l'aînée, elles sont assez proches toutes les deux, mais elle est un petit peu plus sage, elle est plus ce qu'on attend, ce que la société attend d'elle en fait. Puis elle attend le petit rêve du mari, tout ça. Aussi. Mais Elisabeth est également assez romantique. Donc maintenant, je vais vous parler des thèmes parce que j'ai une structure, voilà. J'ai suivi Angelo, quelqu'un de carré. C'est ça, l'histoire, les thèmes. Angelo va être ravi de C'est cette clair. émission. Donc dans les thèmes abordés, donc comme l'indique le titre, ça va parler d'orgueil, ça va parler de préjugés, jusque-là je peux dire ça sans trop me mouiller. Mais ce que ne dit pas le titre en revanche, c'est que les thèmes abordés, les thèmes principaux sont plus l'argent et le mariage. Voilà, c'est des thématiques qui vont beaucoup tourner. C'est assez récurrent d'ailleurs dans ces romans, ça vient principalement de l'époque où la société était concentrée sur la hiérarchie, le rang social de la personne, sa fortune, etc. Au 19e siècle en Angleterre. Alors, Ce petit point. Allez hop, Voilà, ça placé. Ça c'est dit. C'est un podcast qui dénonce. Attention, ne marche pas sur les pieds. Là ça balance. Ouais, c'est ça. Donc dès le début du roman, on a une explication quant à la situation des personnages et donc la famille Bennet et surtout le contexte. Donc on nous explique que les parents d'Elisabeth ont eu 5 filles et donc que l'héritage de leur père va aller à un cousin parce qu'il n'a que des filles et que la société marche comme ça. Voilà, on ne fait pas hériter des femmes, voyons. C'est beau. Plus que ça. C'est ça. Donc l'argent va vraiment être une préoccupation centrale dans l'œuvre, ça va influencer des relations entre des personnages, ça va créer certains préjugés. Par exemple, Elisabeth va mépriser Mr. Darcy, une bonne partie du roman, à cause de son caractère orgueilleux, il est désagréable en société, et elle va peut-être associer ça aussi en partie avec sa richesse, et parce que quand même pas mal riche. J'ai pas noté son salaire par an. Ouais, il a du flouze. Il pèse dans le game. Voilà. Il est très très riche. Hein. Une belle propriété aussi, Pemberley. Ouais. Et par contre, elle va tomber sous le charme d'un officier qui s'appelle Wickham, qui est sans grande richesse, mais qui est extrêmement agréable, bien sur lui. Nous n'en dirons pas plus. D'accord. Ce petit raclement de... C'est ça. Donc la thématique du mariage va également rythmer l'œuvre. Donc d'entrée de jeu, on apprend que le goal de la mère d'Elisabeth, c'est vraiment de caser ses filles. On a une pression constante du mariage évoquée par différents personnages, et surtout féminins. Donc les conversations dans les fêtes, ça tourne principalement autour de ça. Et Elisabeth va se faire demander un mariage 2 fois, et elle va refuser les 2 fois. C'est ça, c'est bien. C'est ce qu'elle veut, la petite. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une romantique, c'est une amoureuse de l'amour, elle. Elle veut se marier par amour, c'est ça, c'est même pour ça... s'il y a pas de, enfin, elle s'en fout du fric, quoi, ouais. Elle s'en fout de la thune, elle veut un mariage d'amour, quoi. Exactement. Et c'est un peu pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que, voilà, 3e point. Pourquoi je vous parle de cette œuvre aujourd'hui? C'est beau, ce plan, c'est magnifique.
Et aujourd'hui, on est entouré d'œuvres de fiction et même de mentalités de femmes fortes, de femmes indépendantes et qui brisent les codes de ce qu'il reste de la société de patriarcat aujourd'hui au XXIe siècle. Donc forcément, quand on lit Orgueil et préjugés, le romantisme d'Elisabeth, son refus du mariage social, ça nous fait pas grande impression quoi, par rapport aux femmes badass qu'on peut retrouver aujourd'hui. Mais si on replace cette situation dans son contexte de création et de publication, c'est assez révolutionnaire. Donc comme je l'ai dit, on est en Angleterre, en 1813, donc tout ce qui est droit de la femme et même droit humain, c'est pas encore trop ça. Pour rappel, abolition de l'esclavage en 1833 en Angleterre, et droit de vote des femmes un siècle plus tard en 1918. Voilà, un petit peu de contexte historique, je peux rappeler comme ça. Donc, ça fait pas de mal. C'est ça. Le féminisme d'Elisabeth, il est surtout perçu à travers son comportement qui contraste avec ceux des autres personnages. Donc on a parlé de ses sœurs précédemment. Donc sa sœur Jane, elle est douce, elle est conforme à la société, à ce que la société attend d'une femme. Sa meilleure amie Charlotte, elle pense au mariage pour couvrir ses arrières un petit peu, essayer de trouver le bonheur au sein de la société. Et l'héroïne principale, Elisabeth, elle refuse de se marier autrement que par amour. Elle nous le prouve en refusant de demandes d'hommes relativement influents. Et elle va même jusqu'à faire une grosse leçon de morale à Mr. Darcy, donc qui est un des deux hommes qui lui a proposé de l'épouser, qui va pour le coup remettre Mr. Darcy en question. Enfin, il va vraiment réfléchir. On va le voir à la fin du roman. Voilà, je ne dis pas plus. Donc même si l'œuvre se conclut par... même si l'histoire se conclut, point. Par une fin. Même si l'œuvre se conclut par « tout est bien qui finit bien », Jane Austen a su amener des pensées d'indépendance aux femmes qui lisaient ses œuvres, et ce à une époque où c'était vraiment pas gagné. Donc l'œuvre, pour finir, quelques adaptations, parce que c'est aussi pour ça que je parle de cette œuvre qui date d'il y a très 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 longtemps. Elle a été beaucoup adaptée, donc on a parlé de la série de la BBC, qui est absolument géniale, je la conseille. Il y a un film aussi de 2005 avec Keira Knightley. Colin Firth aussi, les gars. Mais oui, non mais voilà. Non mais Colin Firth en fait. Mais on est faible, hein. On parle d'acteurs quand même depuis tout à l'heure, quoi. C'est la deuxième fois, on est faible. Mais il rend tellement bien. Moi j'ai toujours été amoureuse de lui. Colin Firth, ça petit coup de cœur quand même, hein. Ah ouais. Même vieux, il est beau. C'est ça. Non. Donc voilà, de multiples adaptations. Et l'œuvre a aussi un schéma vraiment classique de ce qu'on peut retrouver, pour prendre un exemple pas trop lointain dans le calendrier, dans les films de Noël. Il y a toujours un connard beau gosse richissime qui tombe amoureux de la fille. Ok, c'est dit. Voilà. Ça, c'est placé. Ouais, c'est placé. Mais la fille, elle est intelligente, elle rembarre le mec, qui va s'améliorer jusqu'à ce qu'ils tombent amoureux tous les deux. Et bon, là, c'est un peu le même schéma, on va dire. Elle est précurseuse. Mais en fait. c'est ça. En fait, elle est vachement avant-gardiste. Et voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui, parce que j'adore ce bouquin. J'adore cette série. Je l'ai lu, mais je vais peut-être le relire. Ah ouais, mais merci beaucoup. Moi, et ça fait du bien. Ah ouais, il y a une bouffée là de Jane Austen là. Ouais, de rien, c'est un happy end quoi. Enfin, tu ressors pas déprimé quoi. Non, et puis ça fait du bien. Ouais. C'est clair. Non, et puis ça se lit vraiment. Moi, je l'ai lu, ça se lit vraiment facilement. Il y avait l'enchaînement. Tu l'enchaînes. Enfin, je l'ai lu en anglais, en français, les deux. Enfin, ça se lit vraiment très facilement. Non, et puis c'est un raisonnement qu'on aime lire. Enfin, c'est aussi quelque chose qu'on aime lire, je pense. Vu qu'on se place dans un contexte qui est autre, on aime lire ce genre de choses en se disant, ouais, il y en avait quand même qui étaient sacrément avant-gardistes, quoi. Ouais, et puis ça, c'est pas faut pas le voir comme un roman à l'eau de rose, en fait, je pense. Je pense qu'on peut avoir le côté A, c'est un bouquin de filles, en fait, mais non. C'est un bouquin de société. Bah, pas que. Ouais, pas que. Pas que. Mais c'est vrai que, ouais, l'histoire est cool, quand même. L'histoire d'amour est cool. Ouais. Ça fait du bien, un peu d'amour. Merci beaucoup, Rose, parce que c'était super cool. Ouais, c'était chouette. Ça m'a donné une belle bouffée de fraîcheur. Ouais, de fraîcheur, de bonne humeur, tout ça. On va faire notre dernière chronique avec Claire qui va nous présenter Culottée. Et oui, moi quand on m'a proposé de faire une chronique du coup sur le féminisme dans la pop culture, j'avais plein d'idées. Mais vraiment la première qui m'est venue à l'esprit, c'est de parler de Pénélope Bagieux et de sa bande dessinée, notamment Culottée. Je me suis dit comment est-ce qu'on pourrait faire une émission sur le féminisme dans la pop culture sans parler d'elle. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, Pénélope Bagieux, elle a fait plein de choses. C'est majoritairement, entre autres, une auteure de bande dessinée, mais elle est aussi prof de yoga. Elle a été DJ. Pour moi, ouais, elle a fait. C'est un peu la femme parfaite, c'est clair. Yoga DJ. C'est grand écart.
Mais en plus, elle fait plein de trucs, mais elle se prend vraiment pas la tête. Et donc du coup, elle s'est d'abord fait connaître sur Internet via son blog « Ma vie est tout à fait fascinante », où elle relate des instants de sa vie quotidienne. Mais donc elle est aussi également connue pour ses bandes dessinées. Vous la connaissez peut-être avec la bande dessinée Joséphine, qui a ensuite été adaptée en film, avec notamment Marie-Lou Berry, donc qui joue le rôle principal, une trentenaire un peu fleur bleue qui ne désespère pas de rencontrer l'homme idéal. Encore une. Alors, et voilà. Et puis ensuite est paru Culotté, avec 2 tomes, et là on change radicalement de cap, puisque là Pénélope Bagieux s'attelle à retracer l'histoire de différents personnages féminins. Donc c'est l'œuvre dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors le point de départ de... Je suis désolée. Tu es puni. La tête de Chloé qui a vidé la bouteille de bière, il restait mais genre rien du tout quoi. Tu peux te faire un bain de bouche. En fait, si je t'ai donné la bouteille, je suis là genre meuf, tu vas être déçue. Tu veux l'ice? Non, ça va aller. Oh, ce mélange. Je vais savourer mon unique gorgée. J'ai essayé de pas rigoler, je voyais tout de suite. J'ai essayé de la faire discrète, c'était juste pas possible, tu me regardes. Je savais ce qui allait se passer en fait. Attends, excuse-moi Claire. Je savais que j'avais laissé ça, mais je lui ai pas dit. Mais non, mais c'est genre... T'es sûre que tu la veux? Bon allez. Désolée. Je reprends. Donc... Oh, allez. Bon, je propose que celui reste par terre. Je vais vous le montrer. Ah merde. À tes pieds, il est bien celui à tes pieds. La magie du montage. Je crois qu'il pourra tout recommencer là. Allez. Il y en a un à chaque bout de la pièce. Elle se sent pas culottée, hein. Il est vraiment il est résistant. Solidité du livre, validé. Bon allez, vous êtes prêtes? Oui. Bon. Le point de départ de son œuvre est cette question simple. Pourquoi l'histoire est toujours écrite sans les femmes? Bon alors vous me direz souvent parce qu'elle est écrite par les hommes, déjà. Pour commencer. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, que ce soit à l'école, dans les documentaires, les biographies ou encore en pop culture justement, on a le sentiment qu'on fait toujours un peu l'impasse sur les personnages de femmes. Elle part du constat qu'on a peu de modèles de femmes charismatiques auxquelles se rattacher dans plein de domaines en fait. Et d'ailleurs, vous, quand vous étiez petite, vous aviez des modèles de femmes connues, à part Marie Curie, Jeanne d'Arc? Honnêtement, je me suis posé la question en pensant au podcast et non. Pas des masses. Pas des masses. Et c'est vrai que du coup, on a peu de modèles de femmes. Monica Lewinsky, peut-être. Ouais. Rosa Parks, comme on a dit. Ouais, mais elle a celles qui sont connues, c'est vrai. Elle est pas dans mon enfance, elle est et c'est vrai que des fois, et c'est ce que Pénélope Bagieux elle dit, en fait, quand on regardait des films, quand on était petite, le badass, le cool, c'était toujours le mec. Et puis t'avais une fille à côté qui faisait un peu potiche, donc soutenir le héros, ouais. C'est pas vraiment. Ouais, c'est pas vraiment ton modèle, quoi. Non, mais moi, en fait, j'ai envie d'être Indiana Jones, c'est pas la meuf à côté. C'est clair. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a plus de modèles masculins. Et, tellement peu de modèles que, du coup, Pénélope Bagieux, son modèle de fille cool et badass quand elle était jeune, eh bien, elle est allée le chercher assez loin. C'est une héroïne de manga du nom de Gali. Et donc, le manga s'appelle Gunme. Oula. Merci. Oula. J'ai eu à tes souhaits. Et en fait, donc c'est vraiment une fille qui est badass et qui est cool et tout, mais c'est un robot, donc c'est quand même pas non plus hyper facile. Je m'attendais pas à celle-là. C'est super dur de s'identifier à ça quand même. Ouais, elle est allée chercher très loin. C'est une meuf, elle est cool, mais c'est un robot. Donc je projette un peu moins. Elle a gratté quand même pour la trouver, quoi. Donc voilà, elle décide donc de réparer cet impair et donc de donner la voix à toutes ces femmes qui ont changé l'histoire, parce que bon, on n'en entend pas parler, mais il y en a quand même pas rien fait pendant toutes ces années. Donc il s'agit de portraits de femmes dans sa bande dessinée. Donc on part de 700 ans après Jésus-Christ à aujourd'hui. Et donc elles ont toutes dû faire face à l'adversité en raison de leur statut de femme. Ce sont des femmes de tout milieu, de toute culture.
Elles sont stars de rock, journalistes, activistes, sportives, astronautes. Il y a vraiment un grand panel dans toutes les histoires qu'elle a choisies. Elle s'appelle Eddie Lamar, actrice et inventrice. Fulan Devi, la reine des bandits. Elle est vraiment badass de chez badass. J'avoue que c'est un petit peu ma préférée. Ouais. Elle se fait violer par tout le village. Elle trouve un mec qui est quand même un peu plus sympa, mais il se fait tuer. Et du coup, elle a toute cette rage qu'elle a en elle et devient reine des bandits. Et elle fait peur à tout le monde. Ou encore Mae Jemison, astronaute. Donc leurs noms vous disent pas forcément grand chose, car l'histoire les a quand même un peu oubliés, on n'en entend pas beaucoup parler, elles ont été mises de côté. Mais grâce à ces bandes dessinées, on en apprend plus sur ces femmes, pas encore connues, reconnues, et cela nous donne envie d'en apprendre un peu plus. En fait, c'est vraiment ça le but, elle a fait un format volontairement court, des histoires qui est en fait un appel à la curiosité. Donc parfois c'est un petit peu romancé aussi parce que elle a fait face au manque d'informations sur toutes ces femmes, parce qu'il y a peu de documentation. Parfois il y a une autobiographie, donc ça c'est un petit peu la mine d'or pour elle, mais elle brode un petit peu autour. Donc elle met en scène ces meufs-là à travers de la BD. C'est ça. Ok. Et en fait du coup pour s'aider, elle se dit si j'étais elle en fait qu'est-ce que je ressentirais, et elle se met à la place pour broder un petit peu l'histoire autour des faits qu'elle a. Donc pour vous donner un petit aperçu, je vais vous parler de certaines histoires qui m'ont un peu plus marquée. Donc je vous parlais justement précédemment d'Eddie Lamar. Donc Eddie Lamar en fait c'est une actrice d'abord, mais aussi une inventrice du XXe siècle. Donc Eddie elle est née à Vienne en 1914 et tout le monde est émerveillé par sa beauté. Donc du fait de sa beauté, elle devient actrice. Elle perce aux États-Unis, mais en fait, elle, ça l'intéresse pas du tout, toutes les soirées, les mondanités, donc elle préfère rester chez elle. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle bricole, elle invente des petits trucs, elle fait des inventions pour sa maison. C'est pas toujours réussi. Mais bon. L'échec fait partie de la et réussite. Voilà. C'est ça, parce que vous allez voir après, pour l'invention pour laquelle elle est connue, vous n'allez pas en revenir. Donc, Eddie, elle a une idée en particulier, et elle la propose à l'armée. Elle propose un système de communication secret, basé sur le fait que le récepteur et l'émetteur se répondent en changeant tout le temps de fréquence, tous les deux en même temps, pour que le signal soit pas intercepté. Donc là, l'armée lui dit on s'en fout. On comprend pas, truc. Ça nous intéresse pas. Et tais-toi. Donc elle enterre son idée, mais quand même, elle s'avoue pas vaincue, elle dépose un brevet. C'est au cas où. Ne sait-on jamais. C'est la bonne idée ça. Voilà. Mais bon, ça en reste là. Les années passent, et son brevet est enfin déclassé. Là, il y a un ingénieur, donc un homme, qui tombe dessus. Est-ce que c'est pas étonnant? On l'avait pas vu venir celle-là. On s'y attendait pas à celle-là. Il se dit, mais putain, c'est une bonne idée ça. Et donc l'armée applique finalement le principe à ses radars, et rapidement, la technologie est appliquée pour un usage commercial, jusqu'à être prise pour faire le GPS et aboutir ensuite au Wi-Fi, tout simplement. Rien que ça, ouais. Donc c'est grâce à elle qu'on peut être en Wi-Fi aujourd'hui. Et son nom n'a jamais bien sûr été mentionné et elle n'a jamais touché un centime de son idée. Grosse boulasse. Mais quand même, pour lui rendre hommage, la journée internationale des inventrices, c'est le jour de son anniversaire. Oh, d'accord. Ils ont fait ça bien. Ouais. Bel hommage. Après, il y avait aussi, que j'avais bien aimé, Annette Kellerman, à qui l'on doit d'avoir libéré nos corps grâce au maillot de bain. En fait, Annette, justement, elle avait la polio aussi, comme dans le quiz de Charlie. Comme Frida. Comme Frida. Et elle se met à la natation pour l'aider justement à guérir. Elle guérit et elle kiffe la natation, quoi. Mais à l'époque, le costume de bain, c'est robe de soirée, quoi. Ouais, donc, c'est culotte bouffante et tout, là. Ouais, donc pas hyper pratique pour nager. Et donc, très ergonomique. Elle se dit, les élèves avec je ça. vais bien bricoler un petit truc quand même. Et donc, elle se présente devant tout un jury avec une combinaison complètement moulante en lycra. Et donc, ça fait scandale, mais à chaque fois, elle met en représentation, elle fait des sauts périlleux et tout ça. Et elle devient hyper connue. Et donc, c'est grâce à elle qu'on a un maillot de bain un peu plus sympa aujourd'hui. Ah, merci. Et puis la petite dernière, c'est Agnodis. Alors là, on part beaucoup plus loin, on est dans l'Antiquité. C'est la première gynécologue femme. Alors, elle
Donc elle est en Grèce dans l'Antiquité et elle a envie d'étudier la médecine, mais la médecine c'était interdit pour les femmes en Grèce. Non, c'est pas pour elle. Non, pas pour être gynécologue enfin. Donc elle part en Égypte pour étudier la médecine et elle revient en secret en Grèce et toujours dans le secret, elle décide d'accoucher en fait les femmes en Grèce pour les libérer de la douleur et de la souffrance. Et en fait, là, c'est vraiment aussi scandaleux parce que du coup, elle œuvre un peu en secret. Et pour être sûr qu'on la reconnaisse pas, elle s'habille en homme pour pratiquer. Voilà. Donc, c'est les prémices de la gynécologie. Ok. Donc, ces histoires, elles ont toutes le même point commun. La force de toutes ces femmes, en fait. Elles peuvent soulever des montagnes face aux obstacles qu'elles rencontrent. Elles ont toutes subi la pression familiale et sociale. Et beaucoup n'ont pas pu faire, justement, donc les études qu'elles auraient voulu. Typiquement Agnodis, mais elles ont en commun cette volonté de prendre en main leur destin afin de s'accomplir. C'est vraiment ce qui m'a le plus frappé dans toutes les histoires, c'est la détermination de toutes ces femmes qui doivent en faire au moins 2 fois plus que les hommes pour prouver leur valeur. Comme par exemple Mae Jemison, la première femme astronaute, qui était en plus noire, donc elle avait toutes les tares, la pauvre, qui a dû prouver sa valeur en tant que femme et en tant que personne de couleur pour arriver à aller dans l'espace. Et puis sur la forme, rien que l'objet, on y arrive. Et on y arrive, je l'ai récupéré. Donc rien que sur la forme, l'objet en fait, il est beau, il est coloré. Et puis à chaque fin d'histoire, je vous montre en direct, on a une super double page illustrée. C'est pas du tout radiophonique ça. Non, c'est pas c'est pour le plaisir de nos yeux. C'est pour le plaisir, exactement. Est-ce qu'il y a des femmes badass comme un peu Harakiri ou... Alors, il y a un peu de tout. Il y a vraiment badass, t'as Fulan Devi, la reine des bandits, là. Ouais. Elle est clairement badass. Mais c'est souvent des femmes qui sont pas du tout connues, enfin qu'on connaît pas de la culture populaire. Ouais, quoi. Voilà. On les connaît très peu, et après c'est des femmes qui ont pas forcément fait non plus des grandes inventions, tu vois, c'est un peu... Ouais, le Wi-Fi c'est pas mal. Ouais, non, le Wi-Fi c'est pas mal, mais après c'est des femmes aussi qui ont fait leur petit bonhomme de chemin, qui se sont érigées... Mais si ça avait été des hommes, on en aurait carrément entendu parler, quoi. Voilà. En fait, c'est replacer un peu les choses dans leur contexte, juste dire, oui, à ce moment-là, elles ont fait ça, et sans parler d'en faire tout un fond, au moins le reconnaître, c'est déjà... Ouais, ça simplement, ouais. Ah, c'est cool. Et donc, du coup, sur le livre, donc il y a cette belle double page à chaque fin d'histoire qui retrace un point marquant de la vie du personnage. Et je trouve ces dessins-là, ils sont vraiment pleins de poésie. Ils apportent quelque chose en plus au livre. Et après, sur les histoires, le trait, il est vif, les couleurs sont flashy. Ça apporte vachement de dynamisme aux histoires, ça apporte du rythme. En plus, elle veut que ce soit... assez rapide pour juste donner envie d'en apprendre un peu plus. Et elle choisit aussi que des histoires qui l'ont touchée personnellement. Et ça, c'est hyper important parce que on ressent dans sa plume l'admiration qu'elle a pour toutes ces femmes. Et puis, tout ça, elle le met en scène avec une touche d'humour qui fait encore mieux passer son message. Donc, Pénélope Bagieux elle a longtemps été érigée en auteure girly, notamment donc avec Joséphine qui était quand même un peu il y a pas des sorcières aussi où c'est jeunesse ou c'est adulte ça les sorcières? Ça me dit quelque chose en fait. Je vais en parler juste après. Impatient. Je le dis dans tes pensées. Quelle transition. Et donc du coup c'est vrai qu'elle a été longtemps auteure girly classifiée dès qu'on fait un truc il faut surtout que c'était au début qu'il y avait quand même pas tant que ça de femmes en bande dessinée, donc on aimait bien dire dis donc vous êtes une femme, vous faites de la BD, c'est comment donc elle rend hommage là aux femmes en général, mais aussi à elle-même du coup, parce que cette BD elle lui a permis de s'extirper de cette étiquette là. Et elle a d'ailleurs été récompensée aux USA par le prix Elsner en 2019, donc pour culotté. Et c'est un peu l'équivalent des Oscars en BD, en fait. Ok. C'est un peu la classe. Ouais, c'est pas rien. Carrément. Et donc, fort de ce succès, la bande dessinée a même été adaptée en court dessin animé, en fait, qui ont été diffusés sur France 4, je crois. Et dont la narratrice n'est autre que Cécile de France. Qui fait elle-même la voix de tous les personnages, en fait. C'est assez chouette. Sympa à regarder, c'est une belle performance de Cécile de France. Et donc c'est une artiste qui est très prolifique, elle participe à plein de projets en dehors de ses propres BD. Et d'ailleurs, Rose, j'ai pensé à toi, parce qu'elle a fait des illustrations pour un livre sur Jane Austen. Mais non. Mais si, qu'est-ce que c'est? Et en fait, alors c'est pas elle qui a écrit le livre,
Mais donc c'est Jane Austen, un livre dont elle est l'héroïne. Et en fait, le voyage commence dans Orgueil et préjugés, mais bascule rapidement dans une aventure imaginaire de Jane Austen. En fait, tu deviens un peu ton propre personnage, et donc une série de choix conduit la lectrice dans les intrigues et les amours tirés des livres de Jane Austen. Oh, ça a l'air trop assez cool. Ok, tu vas me donner la référence sur la liste. Ça a l'air trop cool. Et puis, elle fait plein de trucs, hein. Elle a aussi fait la pochette de l'album du duo Brigitte. Oh. Donc artiste aussi très engagé. Sympa, ouais. Et puis, tout ça, moi, ça me donne très envie justement de découvrir son dernier projet avec les sorcières dont tu parlais. C'est sorti, donc c'est une BD qui est sortie en janvier 2020, donc il y a déjà 1 an. J'ai pas encore eu l'occasion de la lire. Et il s'agit de donc Sacrée sorcière. Et en fait, elle illustre et raconte à sa façon le roman de Roald Dahl, voilà, du même nom. Et ce qui est cool, c'est qu'elle éjecte l'image de vieille sorcière au nez crochu pour en faire une figure moderne, forte et indépendante. Parce que c'est vrai que la sorcière aussi a toujours mise à l'écart, parce que c'était une femme différente. Mal vue, hein, en fait, des femmes de pouvoir. Hein, ouais, voilà, et parce qu'elle avait un savoir aussi en médecine qui faisait ou peur, une femme intelligente ou pouvait te prendre pour une sorcière. En fait, c'est des femmes qui faisaient peur. En fait, ni plus ni moins. Donc je trouve ça assez intéressant qu'elle s'attelle à ce sujet-là. Donc je vous invite vraiment à découvrir l'œuvre dans le global, mais vraiment culotté avec les portraits de femmes, c'est assez cool. Et c'est des portraits, comme elle le dit si bien, de femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, comme elle le dit. Ouais, c'est vraiment très très facile à lire. Ouais. Moi j'étais déjà convaincue, c'est des petites capsules de quelques pages et ça fait du bien. Tu peux reprendre quand tu veux en fait. Exactement. Tu peux lire une histoire, après faire autre chose. Et du coup 2 tomes 2 tomes, ouais. Donc, un qui va le dinguer là-bas là, mais... Il y a un format poche aussi, qui est divisé en 4 tomes celui-ci, et qui est très Tout le monde se rappelle de l'année du livre de poche? 1954. Oh, je sais pas. Bien joué. C'est pas en même temps que les jeux, ça, Claire? T'es sûre? Avec les cartes? Oui, il me semble que c'était ça, le sudoku. C'est ça. On a fait une petite partie de timeline avant de faire notre podcast. Eh ben, on a fini toutes les chroniques. C'était super méga intéressant. On va enchaîner sur la pilule. Alors ouais, d'habitude on dit pastille, mais là on a voulu un petit peu renommer ça. Ouais, on disait que ça passait carrément mieux. And now for something completely different. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. J'ai inventé la pilule paix. C'est-à-dire quand ça sent la violette, tout d'un coup on sait que vous avez prouté. Donc on va parler dans cette petite pilule de petits comptes Insta qui font plaisir et qui parlent de la cause féminine avec humour ou qui mettent en avant des personnalités pas toujours instagrammables. À qui je laisse la parole d'abord? Better Life? Ouais, je crois que c'est moi, My Better Self. Je te laisse la parole. Donc My Better Self, c'est un compte Instagram. Si je me souviens bien, la fille s'appelle Louise. À la base, c'est une étudiante. Elle vient juste de finir ses études. Elle est sur plein de choses à la fois. Mais à la base, c'est quand même quelqu'un qui veut décomplexer les femmes, qui veut du vrai, du nature, et qui défend les valeurs du body positive. Elle a sorti sa marque de lingerie qui s'appelle Je ne sais quoi. D'accord. Qui se base vraiment sur une marque éthique, des soutiens-gorge qui font pas mal. Je viens juste de recevoir le mien. Je suis trop contente. Des trucs qui sont où t'es à l'aise dedans, qui soutiennent, enfin tout ce qu'on attend en fait d'un soutif, mais qui a jamais été inventé. C'est ça. Donc c'est super cool. C'est une fille qui partage son quotidien sur Instagram, mais de façon super naturelle. Elle, y a pas de filtre. Si elle veut montrer sa routine make-up, elle le fait, mais c'est pas pour montrer comme elle est belle, c'est juste pour montrer qu'elle aime se faire plaisir en fait. Elle a fait elle fait des vidéos sur YouTube, c'est une youtubeuse aussi. Là, elle a fait une vidéo sur ses nouvelles résolutions pour 2021, et en fait la vidéo elle finit par en fait j'ai pas de résolution. Le but en fait c'est juste d'être heureux et de se faire plaisir quoi. Aussi, ouais. Arrêter de se dire faut que je fasse un régime, faut que je mange ci, faut que je mange ça, faut que je fasse ci, faut que je planifie ça dans ma vie. Elle est en mode plutôt arrêtez de tout planifier, faites-vous plaisir, vivez et la vie vous le rendra quoi. Donc c'est quelqu'un de super cool, et puis qui a fait donc aussi une petite vidéo sur la pas la pilule,
pour la pilule, la contraception, voilà, pour les hommes. Qui a fait une vidéo sur la contraception pour les hommes et voilà, je vous dis le truc qui m'a vraiment marqué le plus, c'est quand la meuf nous annonce pépouze que les femmes elles sont fertiles 9 jours par mois et que les hommes sont fertiles pendant 30 jours par mois et que c'est la femme qui se tape tous les moyens de contraception. Et ouais. Donc ça, voilà, ouf, quand même. à méditer Ouais. quand même parce que putain c'est Ouais. chaud quoi. Donc voilà, ma petite reco c'est My Better Self que vous pouvez trouver sur Instagram. Cool. Chloé, je crois que t'avais une personne à nous présenter. Alors moi, c'est le compte de Céleste Barber qui me fait mourir de rire. C'est excellent. C'est excellent. Elle est vraiment dans le vrai. Alors je vais pas trop vous spoiler le truc parce que c'est très visuel. En fait, elle reprend des vidéos Instagram de personnes en général très connues ou de mannequins, donc des gens qui ont vraiment ce qu'on appelle un corps instagrammable, qui zéro complexe parce qu'il n'y a rien sur quoi on peut complexer. Et donc elle, qui est journaliste, il me semble à la base, elle reprend ces vidéos-là et elle se met elle-même en scène en reprenant les mêmes mimiques que ces stars qui se mettent en avant. Elle a un corps, somme toute, très normal, avec des attitudes normales, un conjoint des plus basiques, et elle met ça en avant. C'est-à-dire que, ça nous fait quand même bien rire. Elle met un peu à mal ses vidéos Instagram avec ses filtres, etc. où elle met en avant le fait qu'on est tous un peu, elle est comme tout le monde et elle veut vraiment faire partager ça. Je vais pas en dire plus parce que c'est à voir et je peux pas tellement le décrire. Mais non, moi, mais il faut ça pas, me faut fait laisser, mourir de rire. Faut absolument aller la voir. Donc c'est Céleste Barber. N'hésitez pas. Allez-y, vous allez forcément rire. Il y a une petite dérision aussi avec son mari parce que elle l'appelle Hot Husband et il s'est fait un compte du coup Instagram où il s'appelle Hot Husband et en effet il est top quoi. C'est ça, non mais en fait c'est juste trop bien, on s'associe trop à eux parce que c'est des gens vraiment normaux ouais, c'est ça. et avec des corps normaux et oui voilà, et c'est ça qui fait du bien. Donc c'est très très drôle. Allez-y, Céleste Barber, c'est vraiment top. Super, bon voilà, j'espère que c'est noté pour vous. La suivante c'est Marie Bonga. Bonga, c'est pour toi. Ouais, c'est ça. C'est une des chaînes auxquelles je suis abonnée sur Instagram. Et donc en fait, Marie Bonga, elle fait tous les jours une petite rubrique sur une femme historique, une femme même du 21e siècle, mais qui n'est pas spécialement connue. Donc le titre à chaque fois c'est « Connais-tu cette femme ?» Et en fait, en quelques images, quelques posts, elle va te raconter un peu toute sa vie. Donc là, son dernier, c'est sur l'emblème de l'émancipation des Tunisiennes. Donc j'ai peur de déformer son nom, mais allons-y. Béchira Ben Marad. Tu t'en sors bien. Voilà. C'est pas si mal. Ouais, c'est pas si mal. Anglais, arabe, elle est partout, Rose. Elle est bien. Et donc voilà, une petite rubrique tous les jours comme ça. Connais-tu cette femme Tu découvres des choses, des femmes qui ont fait des trucs de ouf et tu connais absolument ni leur visage ni leur nom. C'est de toutes les époques, ça peut aller de... Alors, pas le préhistoire, voilà. On va dire du Moyen-Âge. À peu près. Sur le timeline, on est pas bien. trop mal. Je crois qu'elle est trop famous, mais elle n'en parle pas. On Mais... fera une chronique sur l'histoire la prochaine. C'est un peu le compte Instagram de culotté en fait. Enfin. Ouais, carrément, ça m'a fait C'est le même concept en fait. Ça m'a fait penser quand on a parlé. Effectivement, c'est ça, c'est des femmes pas très connues et qui ont fait des trucs de ouf. Ou juste Et du qui coup, sont cool. on ne va pas rendre le micro aux gars. En fait, Non, on va ça. continuer Non. parce qu'on en a des choses à dire. On en a tellement. Oui. Erreur fatale des gars, fallait pas nous laisser. Bon, pour enchaîner, il nous reste Claire qui a un joli Ouais, compte à nous présenter, je crois. Un joli compte qui s'appelle T'as joui. Donc le principe est simple. Alors t'as joui, j'ai eu l'air. En fait, voilà, le but, c'est de libérer la parole et la jouissance des femmes. C'est-à-dire que si on est amené à en demander si t'as joui, je pense que la question, on a vite la réponse. Je pense que la question est vite répondue. C'est que tu poses pas la question si tu sais, en fait. Et en fait, quand c'est sorti, ça a été assez viral. Ça a vachement libéré la parole et il y a plein de gens qui se sont mis à la suivre. Et elle parle de plein de thèmes aussi. Elle parle de l'inceste, donc sujet très d'actualité, de pédophilie, du sexisme au travail. C'est intéressant aussi comment maintenir des relations sexuelles avec quelqu'un qui a subi du harcèlement sexuel. Enfin, ça va un peu plus profond que ce qu'on peut voir parfois sur Insta, et donc du coup, c'est assez intéressant.
Voilà pour notre petite pilule. Eh ben, merci. On a fait le tour. Des petites recommandations ? Allez. Allez. Bah, moi, je commencerai par le jeu de la dame. Sur Netflix, je vais peut-être me faire sponsoriser. J'avoue, Netflix, là, ça c'est clair. Ouais, c'est clair. Ouais, Jeu de la dame, mini-série, vraiment top. Enfin, c'est sur les échecs, c'est sur la vie d'une femme encore. Ça reste dans la thématique plus ou moins. Ça se regarde plutôt vite. Donc, si vous avez des choses de programmer, commencez pas la série parce que sinon vous allez pas les faire, tout simplement. Et puis vous passez un bon moment en tout cas. Donc je vous la conseille. C'est top parce que j'ai envie de la regarder. Bah, et en plus, je tiens à dire que je suis une bille en échec, je ne comprends pas le principe de ce jeu vraiment. Et c'est pas grave. Tu peux tout à fait apprécier la série sans être une fan des échecs. Bien sûr, il y a des petits moments qui t'échappent quand ils font des trucs de ouf là. Non, mais visuellement, elle est folle. Les puis les décors et tout. C'est magnifique. Ouais. Et puis tu t'attaches à la personne, ouais. T'as envie d'être là genre vas-y et tout machin. C'est super cool. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'elle a pas une vie facile au départ. Non, ouais. Elle aussi, elle vient encore de loin. une. C'est ça. Eh ben, on enchaîne. Alors, ma petite reco, c'est l'Arabe du futur. Excellent. Ouais, alors du coup, on sort un petit peu du thème d'aujourd'hui. Ce sont des BD, en fait. Là, il a sorti le tome 5 il y a très peu de temps, en fin d'année dernière, il me semble. Donc, c'est des BD qui sont rédigés par Riyad Satouf. Et je n'avais jamais réellement lu de BD avant et j'adore. Là, j'en ai lu 2 en 3 jours. Ça se lit super vite. C'est très bien dessiné. On suit en fait la vie d'un petit garçon qui devient un jeune homme entre sa vie en Syrie, sa vie en France. J'en dévoile pas plus. C'est un contexte historique assez fort. Mais c'est vraiment, vraiment très facile à lire. Pour quelqu'un qui n'a jamais lu de BD, c'est top. Je recommande très 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 vivement, c'est très chouette. Je connais pas du tout. Ah, mais c'est génial. Voilà. Ok. La prochaine. Et bah, je crois que c'est moi. Donc ma petite reco à moi, ça sort complètement du thème aussi, du podcast d'aujourd'hui. Excuse-moi. Non, me faites rire. Donc oui, ma petite reco à moi aujourd'hui, on sort complètement du thème, mais voilà, les recos, c'est un peu c'est fait pour ça. Hein. C'est ça. Donc c'est la série animée japonaise JoJo's Bizarre Adventure. Voilà, je sais pas si vous me connaissez. T'as toujours des noms tirés un peu par les cheveux. Par contre, partout, faut le dire. Avec toi, on en apprend des choses. International Rose, en fait. Tout à fait, mais tout à fait, par... Tu nous as tués. Je suis assez fière. Rose m'a tué. Ouais, c'est clair. Voilà. Il était tellement bien. Mais tout à fait. Là, c'est mort. Là, faut reprendre. Là, c'est la fin. On a perdu Lisa. Allez. C'est la fin. Allez, on n'a pas grand-chose à tirer. C'est dans Camelot. Ah, c'est ça. Mais tout à fait. Alors, si tu le refais, on s'en sortira jamais, Lisa. Là, faut passer. Quand même faut qu'on enchaîne. de finir. On reviendra dessus après si tu veux, y a pas de souci. Allez, vas-y, Rose. Donc c'est une série d'animation japonaise. Donc à la base c'est un manga de Hirohiko Araki. Je parle toutes les langues vraiment. Ouais, vraiment. Dans mon cœur. Et donc je vais pas trop dévoiler parce que déjà c'est vachement compliqué et je sais pas noter le scénario. En fait, j'ai rien compris. En fait, démerdez-vous, allez le voir. En fait, regardez et expliquez-moi après, en fait. Je vais vous donner mon adresse mail, vous m'envoyez votre résumé, parce que j'ai rien compris. Non, mais en gros, c'est une malédiction, il y a une malédiction qui est lancée sur une famille et des descendants vont combattre. Ça va devenir pas des héros, mais si on reste un peu sur le héros du manga, de l'anime japonais, je sais pas si vous en avez regardé, enfin voilà. Et c'est pas mal, c'est bizarre, beaucoup de bizarreries, beaucoup de pouvoirs un peu qui développent. Et voilà, j'en suis à la saison 3 avec mon copain et c'est formidable. Ah, voilà. Ok. Tu nous l'as vendu d'une façon merveilleuse. C'était exquis. Mais tout à fait. On va terminer Claire, avec la reco de Claire. Ah bah merci. Ouais. Tu as le mot de la fin, Ouais, c'est ça. Alors, et quelle fin. Le Marocco, c'est 21 cm. 21 cm, mais qu'est-ce? Non, il ne s'agit pas de mon mari. Il s'agit d'une émission. Ni de son nez. J'ai dit mon mari.
Il s'agit d'une émission animée par le beau Augustin Trapenard. Ah oui. Alors moi, Augustin Trapenard, c'est un peu comme Colin Firth quand même. Donc déjà, voilà, Sous le charme. Je peux m'arrêter là. Moi, je te trouve un petit peu trop généreuse quand même, faut pas déconner. Ah, moi j'ai Augustin Trapenard, il y a un petit... Il y a un petit truc. Il y a un petit feeling là. Ouais, En ouais. fait, Faut c'est creuser. surtout que donc là, il a fait 4 saisons, donc ça a commencé en 2016 et la dernière était là il y a une semaine. C'est surtout qu'il est passionné dans ce qu'il fait et c'est ça qui rend l'émission vraiment chouette. Il rencontre en fait les plus grands noms de la littérature. Alors ça peut être des grands noms des auteurs de romans classiques, mais aussi de bandes dessinées. Et donc il a fait une interview avec Pénélope Bagieux. Tiens donc, et on y revient. Voilà, on y revient. La boucle est bouclée. Et il les emmène dans des lieux inattendus et ils échangent un peu sur leur œuvre et tout ça. Et après ils finissent dans sa bibliothèque qui est assez folle chez lui et il leur demande de choisir un livre dans sa bibliothèque. Et c'est assez sympa, c'est un format qui est assez court, ça doit être 20 minutes, une demi-heure. Donc ça se regarde facilement et il invite plein de personnalités différentes, ça va de Jean d'Ormesson à Enki Bilal ou Manu Larsonnet. C'est quoi, c'est un livre de poche? Oui, c'est quoi, ça. 21 Oui, 21 centimètres? ouais. Et ben on sait pas. D'accord. Ah, ok. Alors, ça laisse Suspense. c'est ça. Et voilà pour les recos et cette super émission. Eh ben merci, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Bon, je pense qu'on peut quand même finir par remercier les garçons quand même. Ouais. Alors, ok, ils nous ont mis la pression, mais déjà c'était super cool d'être invité pour faire ça. Ouais, c'est une super carrément. expérience. je trouve. C'était vraiment cool. Belle preuve de confiance aussi, hein. Ouais, c'est ça, une belle preuve de confiance. Je sais pas si on sera diffusé. Voilà. Peut-être qu'on a travaillé pour rien, c'est pas. Laissez-nous parler. Et ouais, ils nous ont coachés, ils nous ont bien expliqué. Ouais, ils ont pris du temps. Ils ont eu un peu de mal là au début de lâcher le bébé. Ils étaient un peu tendus peut-être. un peu tendus, ouais. Ils avaient les très envie de déchirer. rester, donc on va leur laisser découvrir ça plus tard. Voilà. Et donc merci à eux. Ouais, puis merci à merci nous. à nous, c'est ça. Et puis Merci à toi, Lisa, vous. d'avoir animé Ouais. aussi. Merci avec pour grand ce plaisir. bon moment et cette belle découverte. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Rosebud. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'était naze. Y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé animer une émission. Faut que ça pop. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de 2 mots de vocabulaire. Allô, y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Le dame choco. Je me souviens, quand j'étais petit à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours, vous voyez. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Hasta la vista, baby. Je pense que tu peux appuyer sur le bouton. Après. Je ne touche à rien, j'ai trop peur. Je cherche Molus. Ouais. Comment qu'on arrête? Là, t'imagines, je supprime tout. J'ai chaud.